Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce webinaire, le réemploi à l'échelle d'un particulier, le cas de la laiterie de Massey. Webinaire conçu et animé par Émilie Monteco et François-Victor Brunet. Alors, Émilie Monteco est architecte, urbaniste et travaille en étroite collaboration avec l'association Matière Grise, laquelle est spécialisée dans le réemploi. Et François-Victor Brunet est le maître d'ouvrage du projet. Alors, évidemment, Émilie et François se présenteront davantage. Avant de leur laisser la parole, deux informations très très rapidement, l'une à propos d'ILO et la seconde concernant nos modes de communication. ILO Formation, vous le savez, a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes Occitanie en 2012 et notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité puisqu'elles sont toutes testées en amont, soit par des membres du CROI, soit par des adhérents. Nous proposons aussi des webconférences gratuites, lesquelles donnent lieu à attestation de formation. Dès demain, à ce sujet, vous devriez recevoir dans votre boîte mail des attestations complémentaires envoyées depuis la plateforme Zoom. Dans le cas où vous ne les recevriez pas, Daniel Théot, qui est donc basé à Montpellier, les formalisera manuellement. En revanche, peut-être 10 jours plus tard au regard de l'activité, car ce n'est pas une activité prioritaire. Nous pouvons bien sûr aussi intervenir en intra auprès de vos agences. Notre conseil d'administration est composé d'architectes et nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, réseau créé à l'initiative du CNOA et des CROA en région. Nos modes de communication désormais, vous l'avez repéré à nouveau, vos caméras, vos micros sont bien évidemment coupés. En revanche, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à Émilie et François-Victor dans ce fameux onglet Q&R que vous avez donc d'ores et déjà utilisé. Alors, a priori, mais vous le savez, les intervenants peuvent soudainement changer d'attitude et s'adapter à la situation. Peut-être que Émilie et François-Victor y répondront. En revanche, petit bémol, Émilie en plein écran ne voit pas vos questions. Donc certainement que toutes les réponses, vous les obtiendrez au terme, bien évidemment, de leur intervention. Émilie et François-Victor, moi j'ai terminé de ma présentation. Eh ben, on démarre. On démarre, très bien. Vous démarrez. Donc, bienvenue à l'ancienne laiterie coopérative de Massé. Moi, je suis sur site. On est dans le 79, sur un site qui est donc en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres plus précisément. La ville la plus proche, c'est Thouars, mais dans un rayon de 100 km autour de chez nous, nous avons Nantes, Angers, Tours, Niort, Poitiers, Douai-la-Fontaine, Saumur encore. Donc, c'est un territoire rural, mais c'est un territoire rural à proximité de grandes agglomérations. Et donc, je vais commencer cette présentation déjà par présenter le projet que nous avons sur ce site, qui est déjà bien avancé, et puis les activités qu'on développe sur le site. Ensuite, bien sûr, on viendra au cœur du sujet avec le réemploi avec Émilie. Donc, pour commencer, petite présentation. Donc, c'est un projet particulier en ce sens qu'on a racheté déjà le site en tant que particulier et qu'on porte les activités qui sont sur place directement, moi et mon épouse. Donc moi, c'est François-Victor Brunet, je suis historien de l'art, galeriste, guide national conférencier. J'ai principalement travaillé dans le nord de la France, un petit peu en Bretagne et en Espagne, mais rapidement, j'ai créé une galerie d'art qui s'appelle l'Accord Batarossa, qui existe depuis 2013, qui a pas mal bougé et qui a fait une centaine d'événements culturels, principalement des expositions, dans l'ouest de la France entre 2013 et 2023, date à laquelle on a lancé les travaux sur le site de Massé. Je mène ce projet avec mon épouse qui suit la galerie depuis 2013, qui l'accompagne d'ailleurs de plus en plus fortement dans ses activités. Mais mon épouse, elle est aussi, elle est surtout ingénieure en production laitière. Elle a été formée à Agrocampus à Rennes et aujourd'hui, elle travaille dans une fromagerie industrielle du groupe Savencia à Villers, donc à 20 minutes de notre site. Et d'ailleurs, elle s'excuse puisque ce soir, elle travaille et elle ne peut pas être présente sur la conférence.
et elle va avoir aussi une part grandissante au fur et à mesure des activités développées sur ce site. La galerie, pour revenir rapidement, la galerie d'art, en fait, elle existe depuis 2013. C'est une galerie, c'est une activité précaire, c'est une galerie d'art, hein. Donc, on est sur un commerce on a une vente à la commission sur des œuvres d'art, on organise les expositions, on accompagne les artistes, ils ne paient rien pour exposer chez nous et on développe une programmation culturelle autour de cette activité. Quand je dis activité précaire, c'est que globalement, les activités, les galeries, elles ferment actuellement en France. Quand vous avez 3 ou 4 000 euros de loyer, il faut faire 2 à 3 fois ça pour pouvoir tenir un lieu tous les mois en chiffre d'affaires. Et donc, on peut comprendre qu'en ville, dans un contexte où il y a un basculement, les gens achètent moins de grands formats. On vend plus de petits formats d'ailleurs au grand public que de grands formats aux collectionneurs aujourd'hui dans les agglomérations moyennes. Et donc, c'est très difficile de tenir avec un commerce classique. Par contre, cette activité a un grand intérêt, c'est qu'elle génère une fréquentation. Et en milieu rural, ça permet de relancer, redynamiser des sites. Et donc, le modèle qu'on applique à Massé, en fait, on l'avait déjà développé à Rochefort-sur-Loire. En fait, on avait acheté une maison de bourg où il y avait énormément de travaux à faire et où tous les espaces n'étaient pas occupés puisqu'il y avait des parties à l'abandon. On habite sur place. Donc ça, c'est le gros point. On achète le site en tant que particulier, ce qui permet d'éviter à la galerie de payer un loyer tous les mois, ce qu'elle ne peut pas faire techniquement. Il y a des bons et des mauvais mois, donc le côté aléatoire de l'activité fait qu'il est difficile de tenir un loyer classique. Et donc, on est propriétaire des murs, ce qui facilite les activités. La galerie, par contre, génère de l'activité sur le site et des visites par l'intérêt que suscitent les activités culturelles. Et donc, au-delà des ventes, on a développé à Rochefort-sur-Loire d'autres activités en lien soit avec le patrimoine. Je suis le guide national conférencier, donc je faisais des visites de la commune euh, et je faisais le lien avec l'art actuel en faisant des parcours, en liant avec mes artistes quand ils ouvraient leurs ateliers notamment. Et puis on avait un gîte également sur le site, ce qui permet de payer une partie des charges, mais aussi d'accueillir les artistes sur des périodes de vernissage ou d'atelier. Et puis la dernière activité, c'est une activité de salon de thé, puisqu'en milieu rural, il y a cette demande des personnes qui viennent nous voir, qui font un petit peu de route. Et donc, on avait une activité de salon de thé déjà à Rochefort-sur-Loire. En 2023, on cherche même avant cela, en 2021, on regarde des lieux pour pouvoir se développer. Rochefort, on avait une maison assez importante, une maison de bourg, 280 mètres carrés. Et on décide d'essayer de trouver un site plus grand, quitte à être un peu plus reculé en campagne. Donc on vend Rochefort-sur-Loire et on trouve la laiterie de Massé, donc je vais y revenir juste après. Et donc on décide de se projeter sur ce site-là et de développer les activités qu'on avait à Rochefort-sur-Loire sur ce site. Le site de Rochefort-sur-Loire, on a eu affaire à énormément d'artisans, puisque c'était un site où il y avait déjà un gros chantier de rénovation à entreprendre. On est à 50 km de Massé. Nos artisans, il se trouve qu'ils habitaient entre les deux globalement, et donc on avait déjà, et c'est une des grandes forces de notre projet, on avait déjà travaillé avec nos artisans, ça s'était très bien passé. Et on avait juste à compléter les noms d'artisans sur les corps de métier manquants, mais on avait déjà une base d'artisans qui se connaissaient, qui avaient déjà travaillé ensemble. Et la rencontre avec Émilie, c'est aussi important pour la réussite du projet de Massé. Massé, on est sur un site où on approche les 1500 mètres carrés de bâti. C'était obligatoire d'avoir une architecte, mais également un accompagnement sur tout l'aspect structure, puisque c'était une friche industrielle à l'abandon, sur le positionnement des différentes activités. C'était vraiment indispensable. Et on a eu la chance de rencontrer Émilie Monteco de par les activités de la galerie, puisque Émilie habite à quelques kilomètres de Rochefort-sur-Loire et elle fréquentait la galerie. On a eu l'occasion d'échanger. Nous-mêmes, on était très sensibles au sujet du réemploi de matériaux de par l'aspect écologique, mais aussi parce que c'est un projet qui n'a pas de financement extérieur, qui est totalement financé par des fonds propres et un crédit immobilier qu'on a fait sur la partie personnelle, l'habitat. Ce qui fait que le réemploi, c'est aussi une nécessité économique sur ce site. Voilà, donc je vais laisser Émilie se présenter, et puis après j'aborderai la présentation du site. Bonjour à tous, ravie d'être ici ce soir et de partager l'expérience autour de la laiterie.
Donc oui, moi je suis architecte donc indépendante. Je suis installée à Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Et donc ça, c'est une partie de mon activité. Et à temps partiel, je suis aussi chargée de mission réemploi pour Matière Grise. Alors voilà, clairement, tout ce que je peux apprendre et travailler au sein de Matière Grise m'aide aussi dans mon activité d'architecte, mais c'est bien deux activités indépendantes avec des projets de nature différente. C'est-à-dire qu'en tant qu'archi indépendante, moi, je ne fais que du projet privé, que du marché privé, alors que Matière Grise va plutôt être positionnée sur du marché public, un peu de marché privé, mais c'est vraiment à la marge. Donc, ce qui fait que voilà, ça me permet de balayer autour du réemploi des sujets assez variés. Et donc, on avait répondu en co-traitance pour ce projet de la laiterie avec Créa Éco-Construction, donc Aurélien Brousse et Sébastien Lortolari, qui sont voilà, des acteurs du même territoire que moi, avec qui j'apprécie beaucoup de travailler, et qui ont eu du coup la casquette de bureau d'études structure et d'économie de projet sur la laiterie. Et donc, il y a eu également deux autres acteurs qui sont intervenus sur cette partie-là. Donc, il y a eu Assainitude qui s'est occupé plutôt de l'étude assainissement. Alors là, on n'était pas en groupement, ils étaient extérieurs à notre groupement. Et Jean-Bernard Brunet qui s'est occupé du relevé numérique du site, mais on va en reparler un peu plus tard. On va revenir plutôt à parler du programme initial et voilà, de ce qu'a initié François Victor et Rachel, ce qu'ont initié sur le site. Donc, vas-y, je te laisse reprendre la main si tu veux. Alors, juste avant, sur la partie maîtrise, on a une question. Avez-vous réalisé un PEMD? C'est pour Oui, je l'acronyme, vois, si tu je, vois pas, oui, Émilie, donc c'est si, je vois un... très bien, je vois très bien, il n'y D'accord. a pas de souci. Non, on n'a pas réalisé en fait de PEMD du coup sur le bâtiment. Déjà parce qu'au moment où en fait on était sur les étapes de diagnostic, c'était en amont en fait du passage du coup du décret qui nécessite l'obligation d'un diag PEMD du coup sur les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Donc on ne l'a pas fait. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, le projet, il concerne 750 mètres carrés de bâtiments. C'est pas, on verra un peu plus tard, mais l'intervention sur le bâtiment, ça n'a concerné que la moitié à peu près de la globalité de la surface. Donc voilà. Mais en effet, c'est une vraie question aujourd'hui qui est présente sur la plupart des projets conséquents en termes de taille. Oui, la législation d'ailleurs a un petit peu évolué. Il y a une nouvelle règle. Entre le moment où nous, on achète le site, la première visite qu'on fait, c'est 2021. On était encore à Rochefort. C'est à ce moment-là qu'on fait l'offre. C'était une friche industrielle qui appartenait encore au groupe Eurial, donc à un groupe industriel privé. Il y avait une période assez longue pour l'achat, donc on a eu les clés finalement que deuxième partie de 2022. Et de là, il fallait modifier le PLU avant de pouvoir passer le permis de construire. Donc, le permis de construire, il a été accepté fin 2023. Donc, entre le moment où on commence 2021, fin 2021, à travailler sur le projet et le moment où on pose le permis, il y a eu des évolutions dans les demandes. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Alors, pour détailler un petit peu notre projet amassé, en fait, on reprend les activités que nous avions à Rochefort-sur-Loire, mais bien sûr, on les adapte à nos profils et au site. Donc, la base du projet, c'est un projet particulier, c'est un projet privé. Pour nous, c'était l'habitat, c'était de pouvoir vivre sur ce site. Et donc, nous avons, comme à Rochefort, créé notre habitation, mais également un gîte. Tout ça avec l'idée de rien détruire, rien construire de nouveau et d'optimiser les espaces. Donc l'habitat sur deux parties distinctes, une partie habitation principale et à proximité immédiate, une partie gîte qui en fait est utilisée comme logement pour les amis, notamment quand ils peuvent passer, mais aussi pour les artistes de la galerie, ça c'est gratuit, pour des structures culturelles à proximité de la galerie sous forme associative qui accueille des événements culturels sur notre territoire. Ça permet d'enrichir un petit peu aussi les activités de la galerie, d'amener de l'échange. Et puis après, on le loue sur Airbnb une partie de l'année quand il n'est pas utilisé par la galerie, par les artistes, par également des étudiants, puisque je peux avoir ponctuellement des étudiants, j'ai des partenariats avec des universités qui viennent travailler avec moi. L'activité qui fait renaître le site, à proprement parler, c'est l'activité de galerie d'art. Donc ça, c'est l'activité qui existe depuis 2013. C'est elle qui attire la fréquentation. La fréquentation de la galerie, elle s'est beaucoup fait par le bouche à oreille et par la collecte de mails au fur et à mesure de nos expositions. Aujourd'hui, on a beaucoup de visiteurs qui viennent de l'Anjou et de Nantes. C'est là où on a été très actifs. Progressivement, on arrive à faire venir des gens de La Rochelle, de Niort, de Poitiers, et on vise bien sûr Tours. Et je n'ai pas parlé, mais bien sûr, on a des gens de Cholet,
du Touarçay, de Bressuire et de Saumur. Donc ça, c'est l'activité de la galerie. L'objectif, c'était dès 2025, on a commencé les travaux vraiment fin 2023. L'objectif, c'était vraiment dès 2025 de pouvoir commencer les activités sur le site. Donc pour l'habitat, on a déménagé dans le gîte dans un premier temps avec ma femme et mes deux enfants en janvier 2025. La maison, on a pu y habiter en mai 2025. La galerie a ouvert en mai 2025 sur une partie de sa surface définitive qui fait déjà plus de 250 mètres carrés. Et puis, les activités liées au patrimoine également, ce n'est pas dans le tableau, ont également commencé. Comme je vous l'ai dit, je suis guide national conférencier. Ça fait 3 ans que je fais des recherches sur ce site pour raconter son histoire. Et donc, je fais des visites guidées le matin sur rendez-vous et également dans le cadre d'événements particuliers. Par ailleurs, on est sur une zone assez intéressante au niveau de la nature, puisqu'on est juste en face d'un site classé Natura 2000. On y reviendra tout à l'heure. Et je proposerai également l'année prochaine de faire visiter ce site dans le cadre de ces activités-là. Donc là, les activités liées à l'habitat, c'est déjà mis en place. Il y a un logement occasionnel logique plus un logement privé, notre maison. Il y a la galerie qui a ouvert sur plus de 250 mètres carrés. Il y a le côté patrimonial qui a commencé. Et puis après, c'est un projet qui va se développer sur plusieurs années. Nous, en tant que particuliers, quand on a racheté ce site, on n'avait pas le budget pour faire l'intégralité des travaux. Donc on avance progressivement et on développe les activités progressivement à la manière, nous on vise une histoire un peu de, si on comparait à l'édition, du long-seller plutôt qu'un best-seller, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail sur le long terme. L'année prochaine, on va travailler à l'ouverture du salon culturel. Ça, c'est une vraie demande. Les gens font souvent plus d'une heure de route pour venir à la galerie. On est dans un petit village. Il y a une petite épicerie-bar qui n'a pas nos horaires en ouverture. Donc, ça va nous permettre vraiment de rebondir sur l'activité galerie. Aujourd'hui, je pense qu'on va atteindre les 3000 visiteurs. C'est ce qu'on avait à Rochefort cette année. Donc, on reprend notre fréquentation de Rochefort au final. On a un acheteur pour 50 visiteurs sur le côté galerie d'art. Si on a le salon de thé, on a une personne sur deux qui consomme sur place. Donc c'est important pour la galerie d'avoir ce revenu en complément. Sachant que là, on vendra que des produits locaux et ça fera partie des activités développées sur site. Il y aura également un aspect production locale. Et le salon de thé, c'est la première phase de cet aspect de production locale puisqu'on défendra et commercialisera des produits locaux. On aura un atelier d'artistes sur 2027. Dans les faits, les artistes viennent déjà sur le site, soit pour travailler, soit pour échanger avec les visiteurs, au-delà du fait qu'ils viennent aussi pour les vernissages et pour des événements ponctuels. Donc, simplement, ils auront un espace qui leur sera dédié où ils pourront travailler sur place à partir de 2027. La grosse phase prochaine, qui n'est pas encore financée, je suis en business plan sur ce projet-là et en formation sur ce projet-là. C'est quelque chose où ma femme va davantage encore s'impliquer. C'est l'épicerie fine et la transformation laitière. C'est une ancienne coopérative laitière qui a une image forte avec des produits qui étaient reconnus nationalement, notamment le beurre de Macé, qui a eu plusieurs médailles d'or au concours national agricole de Paris et qui était à OP Poitou-Charentes. On va développer donc une activité de transformation laitière et pour commercialiser les produits sur site et vendre également les produits de nos producteurs partenaires sur le salon de thé, le salon culturel, on aura une épicerie fine. Liée à cette épicerie fine, pour utiliser tout le contenu que je crée dans le cadre de nos visites guidées, des documents de médiation qu'on met en place déjà sur le site, on aura un écomusée. Alors ça sera à échelle limitée, ça sera attenant à l'épicerie fine, et l'idée c'est que quand on vient à l'épicerie fine, on puisse aussi découvrir l'histoire du site de Massé, son architecture, l'histoire des laiteries coopératives dans les Deux-Sèvres, le projet en lui-même, celui qui a permis de redonner vie à ce site, donc celui que nous portons avec ma compagne et notamment Émilie, et puis également récupérer du matériel pour expliquer comment on peut faire du beurre et du fromage, puisque les activités liées à la transformation fromagère sur le site, on fera du beurre, du fromage principalement, ce sont des parties qui ne seront pas accessibles au public. Pour des questions d'hygiène, c'est très compliqué de mettre ça en place. Donc, ça sera à proximité des activités de transformation, mais c'est une autre partie d'autres salles, en fait. Et puis, la dernière partie, puisqu'on a beaucoup de volume, on a aussi un espace qui est adapté pour pouvoir faire de l'événementiel. Quand je parle d'événementiel, je parle de privatisation d'espace, mais aussi d'événements portés par les activités sur site, que ce soit la galerie ou les activités en lien avec la production, donc petits salons, potentiellement petits concerts, un peu de théâtre, mais aussi accueillir des associations locales ou des événements privés. Et donc ça sera possible également sur le site
au terme du projet. Voilà, donc ça c'est un peu toute l'essence de ce qu'on développe. L'idée étant que pour que cette friche industrielle qui a un volume assez important puisse être pérennisée dans le temps, sauvée, il faut trouver une fonction à chaque espace. Si on laisse un espace sans fonction, nous on n'aura pas les moyens de l'entretenir à titre privé et l'espace va très vite dépérir davantage qu'il ne l'est déjà. Voilà. Alors, on peut passer sur la diapo suivante peut-être. Voilà, pour vous donner maintenant une petite histoire du site. On est sur un site qui a été fondé en 1905 dans la dynamique générale de la construction de laiteries coopératives dans les Deux-Sèvres notamment et en Poitou-Charentes. C'était une laiterie coopérative, donc propriété des coopérateurs qui étaient des paysans. Chaque paysan donnant 100 francs en 1905 pour adhérer à la coopérative. C'est un mouvement qui est assez vaste, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais la laiterie de Massé en 1920, on est à 960 coopérateurs. Il faut imaginer 960 paysans dans un rayon de 20 km autour de Massé qui ont donné 100 francs pour coopérer à la laiterie et qui donnent du lait. Donc pour cela, il y avait une vingtaine de laitiers. À l'époque, on était sur des charrettes à chevaux qui apportaient tous les matins, 7 jours sur 7, le lait à la laiterie. Et le site a eu jusqu'à une quarantaine de salariés. Il s'est développé tout au long du XXe siècle. Et l'activité s'est arrêtée progressivement. En 2000, ils arrêtent le beurre. En 2008, ils arrêtent le fromage. Et en 2012, c'est la fermeture du site. De là, le site est squatté, vandalisé, pillé. On y reviendra tout à l'heure. Pour les bâtiments, le bâtiment historique est très intéressant au niveau de son architecture. C'est la beurrerie, c'est la partie qu'on voit au-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, à Massé, nous avons une laiterie qui collecte le lait, qui va également fabriquer sur place, transformer le lait avec de la crème et du beurre. Et c'est ces produits-là qui sont vendus. On les vend dans toute la France et même un petit peu à l'étranger. Il faut savoir que 1905, ça correspond à l'invention des wagons frigorifiques. Il y a une ligne de la SNCF qui existe entre Niort et Paris qui passe par Thouars. Les produits de la laiterie de Massé étaient envoyés à Paris et diffusés via des grossistes ensuite. Et dès 1913, la laiterie de Massé obtient une médaille d'or au concours national agricole à Paris pour son beurre. Le territoire à Massé n'est pas très bon pour l'agriculture en règle générale, je dirais, parce qu'on est affleurant sur le granit et on est au bout du massif armoricain, donc les terres sont pas très riches, il y a souvent des affleurements rocheux, donc pour de la culture, de la grande culture, c'est pas très bon. Par contre, pour du pâturage, c'est très bien, les vaches sont en élevage extensif et le lait est très riche, d'autant plus qu'à l'époque, on fait le lait avec des races mixtes et de la partenaise qui font du trait, du lait et de la viande. Les élevages sont plus petits et naturellement la production de lait n'est pas très importante, mais par contre la qualité du lait est d'une qualité supérieure à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc pour Massé, donc le site s'est développé et la particularité également du site, bien qu'il ait été abandonné, son développement tout au long du XXe siècle s'est fait, je dirais, d'une façon assez intelligente puisqu'ils n'ont pas détruit les bâtiments historiques. Les bâtiments se sont greffés les uns au fil des autres, à l'exception uniquement du quai de chargement qui, lui, a été rehaussé pour l'adapter à un événement assez important. Techniquement, c'est l'arrivée des camions dans les Deux-Sèvres après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a rehaussé le quai de chargement quand on a rénové la laiterie en 1951. Donc, le bâti historique, c'est le bâti de 1905, c'est celui-là où on a priorisé la restauration. Donc la beurrerie, aujourd'hui, vous la voyez sur la photo du haut. La galerie est située sur l'étage. Il faut imaginer que cette beurrerie communique avec un quai de chargement. Donc il y a un deuxième bâtiment qui lui est accolé de l'autre côté bourg, côté rue de la Laiterie. Là, vous êtes côté coteau. Le rez-de-chaussée de la beurrerie, lui, n'est pas encore rénové. L'objectif, c'est de l'ouvrir l'année prochaine. Sur la partie gauche, vous voyez une grande cheminée qui est toujours sur site et vous avez une partie avec un petit lanternon. Ça, c'était la chaufferie. La petite dépendance à côté servait à stocker le charbon. Cette chaufferie, nous l'avons transformée en habitation et vous voyez enfin un deuxième bâtiment à côté de cette chaufferie, un petit peu décalé. Et puis ça, c'est le gîte. Alors ça, c'était une chambre froide négative quand on a repris le site, mais au départ, c'était les écuries pour les laitiers. Les chevaux, ils se sont arrêtés à peu près dans les années 50, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à partir de là, ils ont trouvé une autre fonction à cela. On voit un autre bâtiment sur la droite qui est une dépendance, qui sera la future épicerie fine. Et ce bâtiment, lui, est en décalage un petit peu. Il est côté rue, il est en retrait par rapport aux autres. En fait, ce bâtiment-là a été rénové donc dans les années 60, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, 1951, la laiterie se modernise. L'activité s'est bien développée.
développé, les camions arrivent, donc on fait un quai de chargement surélevé. Donc le côté rue, donc là vous voyez le côté rue avant rénovation en 1951 avec le quai de chargement d'origine, et d'ailleurs il y a quelques charrettes à chevaux sur la photo de droite. Ce bâtiment-là a été rénové avec une façade, on va dire art déco, même si c'est l'influence, hein, il y a une enseigne et c'est un bâtiment en béton. Donc ce quai de chargement rénové donc, est greffé en 1900 et surélevé en 1951. On voit sur la photo du dessous que au niveau, il y a des bâtiments qui se sont construits par rapport à la photo du haut. Donc la photo en bas à gauche, on voit dans le prolongement de la beurrerie, en fait, un bâtiment en béton, mais qui respecte globalement les proportions de l'architecture initiale. C'est la fromagerie. On a doublé la surface du site. La fromagerie fait 700 mètres carrés. Donc il y a ce bâtiment-là et elle intègre la partie dont je vous ai parlé, qui est un petit peu à l'écart, qui a été rénovée à ce moment-là. Et enfin, on a un bâtiment sur coteau. Donc là, je suis en recherche actuellement sur l'histoire de ce bâtiment. On n'a pas d'archives, hein, il faut comprendre sur la laiterie de Massé, tout a été un peu bazardé et pillé. Donc ce bâtiment-là, moi je me fie aux témoignages que j'ai et aux photos. Donc jusqu'à présent, j'avais l'information que ça aurait dû être fait au même moment que le quai de chargement quand il a été surélevé, donc en 1951. Ça concordait pas avec certains témoignages que j'avais qui disaient que le bâtiment était plus ancien. Et j'ai retrouvé une carte postale de 1937 où on voit ce bâtiment sur le coteau sur pilotis. Alors ce bâtiment sur pilotis donc, a été vraisemblablement construit dans les années 30. C'est un bâtiment en béton en milieu rural, donc il a quand même un intérêt particulier. Sur pilotis dans le coteau, donc faut imaginer un peu tout ce que ça a nécessité au niveau construction pour l'époque. Et ce bâtiment-là était une caséinerie, c'est-à-dire qu'on transformait les laits impropres à la consommation alimentaire en caséine. La caséine était commercialisée dans des sacs de 50 kilos qui partaient dans des manufactures et elle servait à confectionner soit du textile, soit des boutons, soit des briquets, des cendriers ou de la peinture. Il y a tout un tas d'éléments qu'on pouvait faire en caséine et donc on envoyait dans ce bâtiment-là des laits qu'on ne pouvait pas transformer dans l'industrie laitière parce qu'ils étaient caillés ou d'autres problématiques. Hein. On voit alors à l'extérieur, pour revenir sur l'architecture de la beurrerie, on a une impression plutôt d'avoir une architecture d'hôtel particulier. Ce qui surprend, c'est des matériaux nobles, des moellons de granit enduits, des encadrements en tuffeau, des arcs surbaissés donc, et des décors, notamment sur la toiture qui est en tuile mécanique avec une charpente en bois. On voit des décors en faitage assez travaillés. C'est l'une des particularités des laiteries coopératives et de ce site en particulier. Les maîtres d'œuvre, les artisans qui travaillaient sur ces bâtiments en 1905 travaillaient avec des matériaux locaux et le vocabulaire architectural qu'ils utilisaient, c'était celui qu'ils avaient l'habitude d'utiliser sur ce type de bâtiment important. Donc, pour l'extérieur, c'était le vocabulaire des hôtels particuliers. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est relativement différent. Si on regarde la photo en bas à droite, on a un bâtiment où on a du carrelage. Le carrelage remonte d'ailleurs jusqu'à 1,50 m sur les murs également. Des grands espaces, des grands volumes. Il n'y a pas de cloisonnement à l'intérieur des espaces de production. Et on a des évacuations au sol. Il y a déjà un souci de répondre à des règles d'hygiène alimentaire qui sont précaires, mais qui existent déjà et qui sont notamment éditées à Surgères. Il y a une école et il y a une association centrale d'électrique coopérative qui édicte un certain nombre de règles et de conseils pour la construction des bâtiments et la gestion d'électrique coopérative. L'une des particularités qu'on remarque sur ce bâtiment, vous avez un grand axe qui traverse l'intégralité du bâtiment de production. Cet axe vient de la chaufferie. Il y avait deux chaudières, comme je le disais. Les chaudières ne servaient pas seulement que pour le chauffage, mais c'était également, elles, qui entraînaient par un système de vapeur. Alors là, j'ai pas tout le détail, mais cet axe qui lui-même entraînait par courroie toutes les machines à l'intérieur. La coopérative laitière de Massé était autonome en eau et en, euh, et en énergie, si ce n'est qu'il fallait livrer le charbon, bien sûr, sur place. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez un Euh, petit peu les répartitions d'espace, et puis peut-être que je vais laisser la suite à Émilie qui va pouvoir vous détailler un petit peu les volumes et Oui, le voilà. projet. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait par François Victor de recherche de l'histoire du lieu, du bâtiment, parce que ça nous permettait aussi de savoir de quoi on partait pour pouvoir aussi envisager en fait la répartition du programme qui vous a été présenté dans l'espace de manière générale. Donc, voilà, une des premières missions qui a été réalisée, ça a été le relevé complet du bâtiment, donc qui est très grand, comme vous avez vu, sur plusieurs niveaux
Et donc là, c'est donc le frère de François Victor qui a réalisé ce relevé grâce à un scan 3D du bâtiment. Donc là, vous voyez justement, vous voyez en fond, en fait, en fond de plan, du coup, les restes d'images du scan 3D. Et à partir de là, ça a permis de redessiner l'ensemble des murs, des ouvertures, etc. Là, vous voyez donc les différents niveaux. Donc là, on a le bâtiment des coteaux ici. Ici, en fait, on a le rez-de-chaussée donc du bâtiment de la partie beurrerie et donc de la partie fromagerie. Et ensuite, là, c'est l'étage, où là, il y a beaucoup plus de divisions parce que ici, c'était une partie logement. Et là, on retrouve ce dont parlait François Victor, le quai de chargement dans cette partie-là. Et puis, la chambre froide et toute la partie fromagerie ici. Dans la continuité, donc il y a eu aussi, grâce au scan 3D, ça a pu permettre de sortir des coupes du bâtiment ainsi que des façades. Donc on voit ici, alors plusieurs bâtiments, hein, donc avec différentes coupes. Et puis, du coup, une vue 3D globale de l'existant qui permet bien de se rendre compte du dénivelé. On retrouve le bâtiment des coteaux ici, le gros mur de soutènement qui permet d'avoir vraiment une bande, là, du coup, plane entre les deux espaces. Le bâtiment de la chambre froide dont on parlait. Donc voilà, toute la beurrerie, on retrouve la cheminée. Et puis, la partie fromagerie. Voilà. Donc ces éléments-là, ça a été vraiment un premier point pour pouvoir connaître correctement le bâtiment. Les autres éléments en complément de ça pour continuer dans notre recherche d'informations à propos de ce bâtiment, ça a été d'effectuer un ensemble de diagnostics. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure où le diagnostic PEMD n'en fait pas partie, mais il y a eu en effet vérification donc avec un diagnostic thermite, un diagnostic amiante, un diagnostic plomb, un diagnostic des sols plus mise en sécurité du fait que le bâtiment, avec une activité industrielle, vérifiait les types de produits qui pouvaient être encore présents. Donc, une étude de filière autour de l'assainissement et aussi un diagnostic structure qui a été déterminant pour aussi savoir dans quel ordre, en fait, on faisait le chantier et notamment pour identifier les gros points sensibles autour du bâtiment. Donc là, vous voyez, en fait, Créa Éco-Construction, ils ont créé, donc ils ont fait leur diagnostic avec un système de légende avec 4 niveaux de lecture. Donc, certains désordres identifiés sans danger structurel, des désordres structurels sans gravité à court terme, mais qui peuvent engendrer des choses plus conséquentes sur du long terme, des désordres structurels graves impactant la solidité de l'ouvrage, et même là, la version encore supplémentaire, les désordres structurels graves impactant la solidité de l'ouvrage et nécessitant des mesures d'urgence. Donc clairement, ça nous a aussi énormément aiguillé pour la suite du projet. Et donc là, par exemple, c'est un extrait juste qui montre la charpente du bâtiment des coteaux était vraiment problématique parce qu'en fait, les fermes s'étaient en partie détachées du mur de soutènement qui était ici et elles commençaient à glisser. Pas mal d'ardoises s'étaient complètement détachées. Donc en fait, l'eau s'infiltrait dans le bâtiment et le plancher, lui, était aussi assez critique. Donc voilà. On voit justement la plus en photo, l'état de la toiture avant les travaux. Voilà. Donc là, ensuite, on vous a préparé un petit panel de photos au moment de l'achat du site. Tu veux en parler rapidement, François-Victor? Voilà, donc quand on achète le site avait été abandonné entre guillemets en 2012. En fait, Rial avait racheté le site pour récupérer les quotas de production laitière, ce qui est d'ailleurs, petite parenthèse, ça a condamné beaucoup de petites laiteries coopératives, ce système des quotas, puisque les gros voulaient faire des économies d'échelle, avoir plus de lait, ils étaient coincés par le quota, donc ils rachetaient les petites laiteries, les murs, pour récupérer les quotas de production et ils récupéraient le lait. Donc c'est ce qui s'est passé à Massé. En 2012, donc il n'y a plus de salariés sur le site. Tout le lait de Massé en fait est collecté et repart directement de l'exploitation agricole vers les laiteries de la Chapelle-Tireuil et d'autres, notamment du groupe Orial. Et le site de Massé est donc à l'abandon, il n'y a plus personne sur place. C'est un terrain de jeu incroyable, hein, donc on a de l'urbex dans un premier temps, puis des ferrailleurs qui s'installent, qui squattent le site, qui pillent l'intégralité du matériel sur le site, qui arrachent toutes les cloisons, piquent tout le cuivre, tout ce qui est en métal. Le site en 2015 est trop dangereux. La mairie oblige Rial, qui veut pas lâcher les bâtiments pour cette histoire de quota, oblige Rial à murer le site pour
pas qu'il y ait de risque. De là, les personnes, au lieu de passer par les portes, bien sûr, ils passent par les toitures. Donc, ça crée de nouveaux désordres, de nouveaux dégâts. À l'intérieur, on avait une situation assez critique puisqu'il y avait des entrées d'eau un peu partout. Dans, en plus, un contexte de murs fermés où il n'y avait plus d'aération, plus de fenêtres. Donc, vous pouvez imaginer les conséquences que ça peut avoir derrière. Par ailleurs, la végétation était complètement à l'abandon. On a donc les ronces, le lierre, les arbres à papillons qui se sont infiltrés un peu partout dans les bâtiments sur l'intégralité du site. Et puis, on a, voilà, donc il y a d'autres photos qui arrivent, en sachant que là, on avait déjà passé un premier coup de tondeuse, mais vous voyez le lierre qui est remonté sur les façades, qui a foutu en l'air une grosse partie des toitures, sur notamment la beurrerie et la chaufferie. Donc, la visite du site a été assez compliquée puisque c'était dans le noir. Rial demandait un montant euh, à 6 chiffres pour l'achat du site. Nous, quand on a vu l'état du site, on voulait plus grand que Rochefort. Je reviens, on est en 2021, mais on n'avait pas forcément prévu d'acheter une friche industrielle. On voit ce site-là, nous, par rapport à notre profil, moi, patrimoine, venant du Nord, où il y a beaucoup de friches industrielles qui reprennent des lieux industriels et à actuel. Je vois un gros potentiel sur ce site-là. Ma femme, ingénieure en production laitière, c'est une ancienne laiterie, donc c'est l'opportunité de croiser les deux sujets. Bon, ce site nous touche. Par ailleurs, en plus, mes parents avaient pris leur retraite dans les Deux-Sèvres. Ils sont arrivés, hasard de l'histoire, dans notre village à Massé en 2020, avant qu'on achète le site. Et donc, quand cette laiterie arrive, nous, il y a plusieurs points qui s'alignent et qui nous disent, bah, si on n'achète pas ça, on va le regretter. Donc, vu l'état du site, tout le monde nous conseille de ne pas acheter. On fait une offre un petit peu pour rigoler, pour pas rater le coup auprès de Rial. Donc je le dis, on a racheté 1500 mètres carrés de bâtiment pour 10 000 euros. Avec les frais d'agence, frais de notaire, on est à 1500, à 15 000, pardon. Donc on a payé 10 euros du mètre carré pour une friche industrielle. D'où aussi le projet qui suit derrière. Donc nous, derrière, on vend notre maison pour financer la rénovation, pour financer les travaux et l'intégralité de la vente de notre résidence de Rochefort est mobilisée sur les travaux. L'achat, on avait déjà réglé les 15 000 euros avant l'achat du site. Donc c'est important. On avait un gros apport personnel sur ce projet. On a mobilisé en tout 400, on reviendra là-dessus tout à l'heure, 430 000 euros et le crédit n'est que de 180 000 et concerne les parties habitat. Le reste, c'est de l'apport personnel qui venait de la vente de notre ancien site. On voit l'état à l'intérieur. On avait aussi des gravats à pas mal d'endroits. Il n'y avait plus aucune machine, plus aucune cuve, mis à part une cuve qui a été inertée euh, de gasoil, il me semble me souvenir, oui, c'est cela. Et puis, bah, tout dans le noir. Donc là, on est éclairé avec des lampes torches, hein. Euh, Assez dangereux et ça peut être assez rebutant. Et puis, dans le noir, on ne se rend pas compte des volumes. C'est vraiment le scan 3D, je pense, qui nous a permis de nous situer un petit peu dans ce bâtiment. Voilà. Après, avec des bâtiments très différents en fonction des époques, 1905, 1930, 1951, 1965 pour la fromagerie. Donc, il y a des bâtiments d'époques différentes, donc avec des dommages différents parce que les matériaux sont différents, des choses à régler différentes en fonction des espaces. Par contre, euh, l'intérêt d'une laiterie, c'est qu'en fait, paradoxalement, c'est une activité industrielle, mais c'est relativement peu polluant puisque le lait, c'est du vivant, c'est de l'agroalimentaire. On n'est pas sur un site où il y a eu de la métallurgie, de l'industrie lourde. Et le corps de bâtiment pour lequel on s'est concentré est de 1905, donc on était relativement tranquille au niveau de l'amiante et tout cela. C'est de la couverture en tuile mécanique. Bien sûr, il y a de l'amiante sur le site, c'est un site industriel, mais c'était vraiment ponctuel sur certains petits aspects, des plaques de fibro sur un petit atelier en dépendance, mais globalement, on a été assez préservé de cet aspect-là. Voilà. Et pour les artisans, c'était également compliqué l'accès, puisque quand, bien sûr, on a visité avec des artisans dès le départ, il faut imaginer qu'il y a certaines parties où on n'avait pas accès du tout. Donc, il fallait casser ces parpaings de vin qui étaient mis partout et imaginer qu'il n'y avait plus aucune menuiserie sur le site, hein, puisque les fenêtres de l'étage, je n'ai pas compté, hein, mais je pense qu'on a une centaine de menuiseries en tout sur le site, en comptant les petites fenêtres du quai de chargement et tout cela. Euh, Tout était muré et quasiment toutes les menuiseries étaient perdues. Donc, c'est aussi un point qu'on a vu assez rapidement, qui serait forcément un gros poste. Voilà. Et on avait un transformateur électrique
avec du PCB. Donc c'est le bâtiment que vous voyez sur la droite. Et là, Euria, le propriétaire du site, a accepté de prendre en charge sa dépollution. Donc ça a été fait en amont de l'achat et ils auront pris en charge la dépollution de ce transformateur électrique. On est construit sur un coteau en face d'une zone Natura 2000. C'est ce que vous voyez sur la photo du haut, le parc des Éboulis et la vallée de l'Argenton, classé Natura 2000 et zone naturelle, espace naturel sensible. Émilie reviendra sûrement là-dessus puisque ça a eu une conséquence sur le permis avec une demande qui a été faite en 2023 sur ce sujet. Voilà, on peut passer sur les photos suivantes, sauf si Émilie, tu veux rajouter quelque chose. Non, non, bah, c'est très clair. On va rentrer un peu plus dans le vif du Et sur les sujet photos, du. on voit des bureaux qui sont en bon état. En fait, la photo a été faite, on Ah avait oui, déjà rénové cette partie-là. La photo du haut, en fait, les bureaux, c'est la première chose qu'on a rénové sur place. Il n'y avait plus de compteur d'eau, plus de compteur d'électricité, tout avait été arraché. Et donc, c'est l'une des premières choses qu'on a faites, c'est ces bureaux, les rouvrir, les restaurer et installer l'électricité sur place, faire venir un compteur dans cet espace. Tout à fait. Du coup, si on continue sur le projet, donc la suite à l'ensemble de ce travail de diagnostic, ça a été donc d'effectuer justement un peu une répartition des usages dans la globalité du bâtiment. Donc là, ça a été vraiment fait d'abord de manière grossière pour pouvoir déjà vérifier la compatibilité donc du programme et des surfaces du programme avec le bâtiment en lui-même. Donc là, ce qui fait qu'on voit dans l'ensemble la répartition qu'on a envisagée entre les différents espaces. Donc, le premier choix qui a été fait, ça a été globalement de mettre un pôle plutôt habitat complètement à l'extrémité du site pour permettre un peu plus d'intimité vis-à-vis d'une galerie d'art qui impose plus de passages. Donc, on voit dans cette partie-là, et aussi lié au gabarit des espaces. On trouvait que ces espaces-là, ils se prêtaient bien, en effet, à pouvoir accueillir une échelle d'habitat. Donc, ce qui fait que la chambre froide a été transformée en logement, ainsi qu'en fait l'ancienne chaufferie et le préau attenant où le charbon a été stocké. On voit ici sur les 2 étages. Voilà. Ensuite, donc tout ce qu'on voit en orange clair, c'est plutôt la partie galerie d'art qui est ici, donc aussi sur 2 étages. Les bureaux en rose. Et ensuite, le salon de thé, qui du coup est plutôt sur la partie du quai de chargement, donc qui est côté rue et donc plutôt espace public pour ça. Et ensuite, plutôt donc côté fromagerie, là, l'idée, c'était plutôt d'envisager donc ce dont on a parlé tout à l'heure, l'écomusée et aussi l'espace de réception. Ça, c'est dans une deuxième phase. Donc, il faut bien se dire que pour le moment, la première partie du projet et du permis concerne tout ce qui est ici, donc dans la partie chambre froide et beurrerie et laiterie, et pas du tout ce qui concerne la partie à droite ici. Et concernant le bâtiment donc des coteaux, étant donné son état général, la question prioritaire, c'est même à un moment on a évoqué l'éventuelle démolition du bâtiment, mais c'était vraiment compliqué d'envisager ça, aussi bien pour des questions symboliques. Ce bâtiment, il est très visible depuis la départementale. Et en fait, beaucoup de gens connaissent la laiterie par ce bâtiment. C'était aussi un espace qui, mine de rien, permettait du stockage, pouvait constituer aussi un bel espace en fait de travail pour des artistes. Et donc, dans un premier temps, ça a été de sécuriser ce bâtiment. Donc, il y a eu un travail complet de la toiture a été reprise, la charpente également. Et dans un premier temps, l'idée, c'était vraiment d'envisager ce bâtiment comme un lieu de stockage. Voilà. Et on a aussi vu le projet plutôt par phase, donc se dire, OK, comment on envisage les différents travaux. Le diagnostic structure toujours a beaucoup aidé pour ça, et aussi, en effet, comme disait François Victor, l'histoire du bâtiment et les matériaux présents sur le bâtiment. D'où voilà, c'est l'idée de se dire que vraiment, la première partie, c'était plutôt ici. On envisageait donc tout d'abord, la première chose qu'a expliqué François Victor, c'était de retravailler, donc réouvrir des espaces de bureaux, clôturer le site pour arrêter en fait le fait qu'il puisse y avoir des gens qui continuent à venir squatter les espaces. Donc ça a été quand même un point important. Puis ensuite, donc de créer le premier petit logement qui est ici, donc dans l'ancienne chambre froide, ouvrir une première partie de la galerie d'art, donc l'étage de la galerie d'art, pour permettre en fait, voilà, à François Victor et Rachel de recréer une activité professionnelle sur site et de gagner, d'avoir des revenus, ainsi que le salon de thé. Donc là, on verra le salon de thé, ça fait partie des sujets qui seront. Et puis donc, dans un deuxième temps, créer le deuxième logement, puis ouvrir la partie basse de la galerie d'art. Et donc, tout ce qui est en bleu, là, on est vraiment sur une phase bien ultérieure, donc qui est l'écomusée et la salle polyvalente.
Juste Donc, dans... je reprends juste sur le planning que vous avez vu. C'est le planning qui a été fait au moment du projet. Nous, on a eu un refus de permis et on a eu une période de permis. Enfin, après, il a été accepté, mais il y a eu pas mal de démarches administratives. Notamment, on a dû changer le plan local d'urbanisme. On a pris un an, je pense, de retard sur le projet, puisqu'en fin de compte, on a ouvert l'étage de la galerie et la maison Le Gîte en 2025. Donc, on a décalé les phases d'un an, mais le projet continue. On s'est adapté à cette contrainte et puis on a avancé sur d'autres sujets sur le chantier pendant le temps où on ne pouvait pas faire ce qui était nécessaire, enfin, ce pourquoi le permis était nécessaire. Donc, si on rentre plus spécifiquement dans le sujet du réemploi, moi, il y a un schéma qui me parle beaucoup et qui, je trouve, est vraiment très guidant pour envisager un projet et avec la question du réemploi. C'est donc cette pyramide inversée de hiérarchie des déchets qui, pour moi, permet de comprendre dans quel ordre les choses peuvent être prises pour un projet. Donc, la première étape, c'est quand même vraiment la prévention, c'est-à-dire d'éviter le déchet, donc de conserver tout ce qui peut être conservé. Ensuite, évidemment, le réemploi. Donc, en priorité, le réemploi in situ et puis ensuite ex situ si jamais il y a des débouchés possibles. Puis ensuite, on rentre plutôt dans la catégorie déchets. Donc, et là-dedans, on a la réutilisation, le recyclage, la valorisation matière, la valorisation énergétique et l'élimination. Donc, nous, vraiment, ce sur quoi on s'est concentré, c'est sur les 3 premiers postes ici, principalement prévention et réemploi, mais on voit que réutilisation, même si aujourd'hui, officiellement, aux yeux de la législation, c'est dans la catégorie déchets, régulièrement sur des projets, en fait, il y a de la réutilisation qui est faite avec des matériaux issus du chantier. Voilà. Donc, typiquement, là, les images que vous voyez, ça confirme cette démarche-là, c'est-à-dire conserver tout ce qui peut l'être. Cette image que vous voyez ici, donc c'est la chambre froide, donc qui est le petit bâtiment annexe, en fait, qui était donc totalement isolé. Ce bâtiment, il était complètement fermé. Il y avait l'unique porte que vous voyez ici, et ensuite il était entièrement fermé. Et donc, on a fait le choix, avec François Victor et Rachel, de conserver l'isolation existante. Donc, on voit ici qu'est l'isolation polystyrène recouverte d'un enduit ciment et qui, en fait, constituerait l'isolation du logement qui viendrait s'installer dans cette ancienne chambre froide. Donc, ça a été, par exemple, un premier point de départ qui nous a paru assez rapidement évident. Il y a eu aussi tout un travail. Alors, comme disait François Victor, beaucoup des menuiseries ont été abîmées du fait que l'ensemble voilà, des ouvertures avait été muré. Mais on a essayé d'en conserver un maximum aussi existante avec des vitrages à changer, mais en permettant quand même de garder certains des montants des menuiseries. Donc là, voilà, on a quelques exemples intérieurs et puis aussi de menuiseries sur l'extérieur. Donc ça, c'est quand même vraiment un point de départ central pour moi dans une approche d'un projet autour d'une rénovation de bâtiment. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, ça a été le réemploi in situ. Alors là, je vous ai mis 2 exemples, notamment l'exemple des tuiles. Il y a eu un travail fait avec le couvreur rapidement autour de 3 sujets. Donc, la possibilité de réemployer les décors, que là, donc tout à l'heure, on les voyait moins zoomés, mais là, ça permet de se rendre compte un peu plus voilà, de ce que ça signifiait les décors de fêtage, qui constituaient vraiment beaucoup l'essence du site. Ça marquait énormément son architecture. Donc, on a regardé avec lui de manière la plus précise possible sur comment on pouvait réemployer ces décors. Aussi, en fait, les rives de toiture qui étaient aussi très intéressantes. Et puis, on lui a demandé spécifiquement de pouvoir, au moment de la dépose de la couverture, de faire un tri dans les tuiles et donc de réemployer sur un pan de toiture, donc de ce côté-là, caché par rapport en fait au reste des espaces, de pouvoir réemployer une partie des tuiles. Donc je crois, François Victor, que c'est 150 mètres carrés de tuiles qui ont pu être réemployées sur un des C'est pans de toiture. la moitié du quai de chargement, Ouais, c'est ça. euh, et qui est une partie qui en plus était non visible en fait. Donc une fois les tuiles nettoyées, d'ailleurs même quand on se met en face aux éboulis, aujourd'hui on voit pas que c'est On des voit pas. tuiles Ouais, de réemploi. c'est Et ça. en fait le quai de chargement était de 1951, donc quand il a été rehaussé, ils ont changé visiblement les tuiles. Alors que le, le reste des bâtiments, 1905, les tuiles étaient plus que Plus centenaires, donc abîmé. elles n'étaient pas réutilisables pour la plupart. C'est ça. Donc un autre exemple, ça a été aussi, en fait, il y avait des cloisons qui avaient pu être faites à l'intérieur à base de bois. Donc aussi, en fait, ce bois, on peut très bien le démonter proprement pour pouvoir, en fait, le réutiliser à l'intérieur du projet.
Voilà. On a pris l'exemple plus spécifique de l'ancienne chambre froide. Donc là, on a parlé d'isolation, mais plus concernant les créations de couvertures. Donc, en fait, l'approche qu'on a eue, ça a été donc dans un premier temps donc relever les façades existantes. Vous voyez les 4 façades existantes de la chambre froide. Donc, comme on disait tout à l'heure, sur la partie haute, il y a uniquement cette porte étanche de chambre froide qui était existante. Et sur la partie basse, alors là, ces espaces-là, ils n'étaient pas isolés. C'était a priori possiblement dans cet endroit-là les anciennes latrines, c'est ça, François Victor, si je me souviens bien? Oui, il y a eu des toilettes sur cette partie-là. L'autre pièce servait à stocker des bidons, visiblement. Et puis la partie centrale, donc écurie dans un premier temps, Ouais, c'est ça. puis chambre froide. Donc le travail qu'on a fait dans un premier temps, ça a été de définir où on mettrait de nouvelles ouvertures. Donc dans l'ensemble, on s'était dit par rapport aussi et donc à l'aménagement intérieur du bâtiment, on s'est dit donc ok là une baie vitrée, ça a du sens de créer une ouverture ici pour donner un accès au jardin et à la terrasse, de créer une ouverture côté rue de cet espace-là pour profiter de la lumière du sud-ouest, côté plutôt donc éboulis, enfin parc des éboulis. Pareil, créer une ouverture. J'ai laissé comme on l'avait travaillé en esquisse. Donc, est-ce qu'on en remet une autre au-dessus ou pas, ou une fenêtre de toit? Parce que se posait la question de réisoler et d'aménager les combles de cette pièce-là, mais finalement, ça a été abandonné. Et puis, donc, pareil, reprendre l'ouverture là, des anciennes latrines, reprendre aussi celle-ci. Et vous voyez, donc, en fait, on a tramé un peu le bâtiment avec des ordres d'idées, des hypothèses de menuiserie. À partir de là, moi, donc, ces cotes-là, je les ai transmises à François Victor. Et François Victor, il s'est rendu donc chez un déstockeur de menuiserie qui est dans notre territoire, qui s'appelle Batibrad. Donc moi, c'est un déstockeur que je connais par le cadre de matérialisme, mais aussi par le cadre de d'autres projets. Et j'ai envoyé aussi du coup François Victor là-bas en confiance parce que globalement, les menuiseries qui sont déstockées à Batibrad sont des menuiseries de bonne qualité, que du coup, il n'y a pas d'enjeu par rapport à des fois d'autres lieux de déstockage de problématiques de qualité de menuiserie. C'est quand même un gros enjeu. Et donc, en effet, François Victor est allé faire son marché de menuiserie en correspondance avec, entre guillemets, la liste de courses qu'on avait établie initialement. Et donc, il a pu, en effet, acheter plusieurs menuiseries que vous voyez ici. Bon, il y en a d'autres, là, j'ai mis 3 photos. Mais on verra, qui ont été du coup installées sur la chambre froide. Et là, on peut Donc, peut-être préciser que les menuiseries, elles ont été achetées. Il y a eu un premier dessin qui a été fait avant la dépose du permis de construire, mais les menuiseries, elles attention, ont été achetées avant la pose du permis pour qu'Émilie puisse intégrer enfin, les cotes exactes des menuiseries de réemploi dans le projet. Donc ça, c'est une démarche qui était possible parce qu'on avait la possibilité d'aller les chercher et de les stocker sur place. On a mm, deux questions, Émilie, juste. ouais, Ronan Cornec qui demande le réemploi des tuiles pour des raisons économiques, point d'interrogation. Pourquoi sur le versant caché? Alors ça, je vais peut-être répondre. Oui, il y a une raison économique par rapport à le réemploi des tuiles. Il y a aussi cette volonté de pas être. On est un projet particulier avec des artisans qui sont principalement des artisans indépendants. La gestion des déchets, c'est aussi une question quand on a refait 800 mètres carrés de toiture. Ces tuiles, il faut pouvoir en faire quelque chose. Alors, il y en a beaucoup qui ont été utilisées en terrassement, notamment par des agriculteurs de la commune qui étaient intéressés. Et puis, il y a aussi le fait de garder des matériaux sur site, et ben, de les remettre en place, ça évite cette gestion de déchets. Et la raison pour laquelle on a choisi un versant entre guillemets caché, parce qu'il est visible du coteau, c'est que la façade, côté rue de la Laiterie, les toits sont visibles tous et on n'avait pas la possibilité de faire tous les pans de toiture en réemploi. Donc, on aurait eu quelque chose qui aurait juré un petit peu entre les tuiles neuves et les tuiles anciennes. Alors que là, de ce côté-là, la question se posait pas. Et puis la deuxième question, c'est de Julie Guyot qui demandait comment on a géré le phasage complexe et morcelé des 4 phases différentes interfaces en lot et en rénovation, les phases représentant en partie les différents usages, les traitements de rénovation ont-ils été pensés différemment? Peut-être qu'on peut y répondre comme ça limitera les. Je sais pas si tu tu veux veux répondre? parler par rapport à ces phases. Euh, Bah après, moi, je pense que tu es aussi Oui. bien Euh, adepte. Enfin, voilà, tu peux répondre à cette question. Mais en tout cas, bon, je peux donner une au première. point par rapport à.
Oui, Ouais. vas-y, Émilie. Non, non, je peux commencer à répondre et puis si tu veux, tu prends la suite. En fait, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le phasage, il dépendait de pas mal de choses. C'était sur le fait de pouvoir rapidement en fait créer un lieu de vie du coup pour François Victor et sa famille, qui était quand même déterminant sur le phasage. Donc ça, en fait, ça a permis de vite, notamment cette chambre froide qui était un sujet central pour qu'il puisse habiter là dans un premier temps. Donc en fait, ça participé énormément en fait à l'identification du phasage et ensuite l'ouverture donc d'une partie de la galerie d'art qui aussi permettait d'avoir une activité ensuite professionnelle et rémunératrice pour François Victor et Rachel. Donc en fait, ces éléments-là, ils se sont vite mis ensemble sur le chantier. Et du coup, les artisans, ça a été défini aussi avec eux dans ce sens-là. Ils ont bien compris en fait le projet qui allait être vraiment une opération à tiroir avec une succession d'étapes au fur et à mesure. Étant donné aussi, il faut quand même préciser, tous les artisans sont du territoire. Pour eux, c'est pas un chantier en fait qui pose des soucis de transport ou de beaucoup de déplacements. En fait, globalement, c'est des artisans qui sont à proximité. Donc pour eux aussi, revenir de manière régulière sur un certain temps, ça posait pas de difficulté particulière. Alors, Tu veux le compléter? phasage, il a été dicté en partie par les urgences, c'est-à-dire qu'on a choisi de prioriser la rénovation des parties de 1905 parce que c'est les parties où il y avait des urgences structurelles importantes aussi et où il fallait intervenir rapidement. Oui, D'autre part, on est sur un projet privé. Je suis propriétaire du site, maître d'œuvre et j'ai les activités sur place. Donc moi, je m'adapte aussi plus facilement que quelqu'un qui a des activités déjà en place ou sur le site avec plusieurs acteurs et intervenants. Et les phases, c'est une façon de présenter les choses, mais les bâtiments aujourd'hui qui sont pas concernés par le chantier sont quand même mobilisés pour des phases temporaires, pour le stockage de matériaux, pour la mise en sécurité de mobilier, pour des éléments. Les phases qui n'ont pas commencé, les parties du site qui sont pas concernées par les phases actuelles, c'est pas des parties où il se passe rien. Il y a un usage temporaire de ces parties qui est adapté à leur état et qui sont déjà mobilisés sur le chantier. Et moi, je passe mon temps aussi à aller de l'autre côté et je fais d'ailleurs parfois des petites interventions, des petits travaux sur ces parties-là. Voilà. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est que le projet finalement sur l'autre partie est un petit peu moins complexe parce qu'en fait, on a racheté une laiterie coopérative et les parties qu'on n'a pas touchées, l'activité principale dessus, ça sera des activités de laiterie coopérative, enfin pas coopérative, mais ça, on va garder un usage identique pour l'activité principale puisque la laiterie de Massé, il y avait la commercialisation des produits et la transformation du lait. C'est les activités principales qui vont se passer sur les phases de la deuxième partie. Donc c'est aussi sans doute un peu plus simple à mettre en œuvre que une création d'activités nouvelles sur site, ce qu'on a fait, puisque l'habitat sur site, il y a eu des logements de fonction, mais c'était sur une autre partie. Et puis la galerie, ça n'existait pas comme activité sur place. Voilà, un petit peu pour le phasage. Donc on peut peut-être reprendre sur les matériaux. On va encore développer ces sujets-là ensuite, et puis on répondra à toutes les questions peut-être à la fin, quand elles sortent un petit peu. Donc voilà, justement, ça revient à l'ancienne chambre froide, ce que tu disais. Donc, je reviens sur le fait de, donc, en esquisse, on dessine une trame, on va dire, de création d'ouverture sur le bâtiment. Là, François Victor va rapidement à Batibrad et trouve aussi rapidement des menuiseries qui correspondent à ce qu'on s'était défini en fait comme cadre global. Donc moi, je redessine les façades avec les menuiseries trouvées par François Victor. Donc là, je les ajuste à chacune des façades comme on les a évoquées. Et à partir de là, on dépose le permis une fois qu'on avait trouvé ces menuiseries. Ça n'a pas été le cas pour la totalité là, des menuiseries, mais en fait, toutes celles qui étaient vraiment déterminantes sur le dessin global des façades, eh ben, en fait, on les a trouvées avant le dépôt du permis. Donc voilà. On voulait prendre l'exemple de la chambre froide parce que ça nous semblait assez représentatif de ce que ça impliquait. Et donc là, vous voyez du coup le chantier sur la partie spécifique chambre froide, donc la création d'ouverture avec l'enduit-ciment qui est piqueté. La création du coup vraiment d'encadrement mixant de la brique et du tuffeau, donc qui est quand même quelque chose de très traditionnel dans le secteur. Donc là, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie permise grâce à l'achat de menuiseries de déstockage, eh bien, ça a permis notamment de l'investir dans ce type de prestations qui aurait été difficilement possible sinon voilà, dans la globalité financière du projet. Donc là, on voit la porte vitrée en question qui donne sur la terrasse.
Et puis là, ici, en fait, ça fait partie des sujets. Juste sur cette petite partie, c'était du parpaing de mâche fer en très mauvais état. Donc le choix a été plutôt de supprimer le parpaing de mâche fer et de recréer une ossature bois avec du bardage pour notamment l'insertion de la petite menuiserie qui correspond à la salle de bain. Voilà pour la partie Et chantier. sur cette partie-là, on a quand même retrouvé des photos de 1905 où c'était déjà du bardage. Donc en fait, on a repris comme sur le préau, on a fait ce qu'il y avait. On voulait boucher de toute façon cette partie-là. Et à l'époque, en 1905, il y avait du bardage avec une porte en bois qui a été transformée quand ils en ont fait sans doute des sanitaires avec du mâche-fer et une porte, une autre porte. Mais donc on est C'est ça. revenu finalement à quelque chose d'assez proche de ce qui se faisait au départ. En termes de D'accord. coût, juste l'encadrement à l'ancienne que l'on voit était fait par Hervé Kirch, maçon traditionnel, avec des pierres et des briques artisanales, des pierres d'une carrière locale. On a repris ce qui existait amassé dans l'architecture du village, puisque là c'est de la création hein, et au niveau de la laiterie. Et il faut savoir qu'un encadrement comme ça nous a coûté plus de 5 000 € l'encadrement de porte. Donc, d'où l'intérêt sur une porte comme ça de prendre une porte de réemploi, enfin de réemploi de sourcée chez Batibrad, parce que Batibrad, cette porte-là, au lieu de nous coûter 2500 ou 3000 €, bah, elle nous a coûté 800 €. Donc l'économie qu'on fait, finalement, elle nous permet aussi d'aller plus loin sur l'aspect patrimonial et de mettre une prestation de positionner le budget différemment. C'est ça. Du coup, quelques photos de l'ancienne chambre froide, donc devenue logement, version terminée. Donc là, on voit que typiquement à l'intérieur, tout à l'heure, on voyait en fait donc des enduits partout, une pièce complètement sombre. Donc là, avec les nouvelles ouvertures, il y a aussi un enduit qui a été refait, un enduit chaud sur l'enduit ciment initial. Et donc voilà, des sols qui ont été reposés par-dessus les sols existants. Là, l'extérieur qui a été aussi entièrement refait sur la terrasse. Euh, voilà, je pense que pour cette partie-là, on a fait un bon tour. Tu veux On rajouter a des deux choses? questions. On a deux questions. Donc, l'essence pour le bardage. Émilie, tu te souviens de ce point-là? Parce que moi, j'ai pas la facture sous les yeux. C'est du Douglas, d'accord. Ouais, ouais. Et parce que c'est oui, c'est Marion de Taille qui demandait ça. Et donc, il y avait une autre question. Est-ce qu'on a envisagé de déposer un permis avec tram défini au départ et ensuite un modificatif? Oui, on l'a plus qu'envisagé puisque c'est quelque chose qu'on pratique sur le projet. Voilà. Mm. Mais dans la mesure du possible, on essaie de faire le permis qu'on a posé, il était le plus proche possible de la réalité. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, on n'est pas sur un site classé. Il y a eu un inventaire des sites industriels qui a été fait par la région Nouvelle-Aquitaine il y a plus d'une vingtaine d'années où la laiterie était répertoriée, mais c'est un inventaire qui n'avait aucun classement derrière. Honnêtement, moi je suis issu du monde du patrimoine. Le patrimoine m'intéresse et vous voyez qu'on essaie de faire la rénovation dans le bon sens. Le site aurait été classé, on n'aurait pas pu le sauver. Ça aurait pas été possible. Je pourrais détailler les raisons dans des questions après. Ça aurait été impossible par rapport à notre budget, par rapport aux complexités que ça entraîne. On n'aurait pas pu sauver le site s'il avait été classé. Maintenant, le site, il mériterait d'être classé par rapport à son histoire. Et ça, je suis un défenseur de cela. Mais par contre, ça aurait rendu notre chantier impossible, concrètement. Voilà. Je te... Ouais, on continue. Alors là, du Alors, coup, on vous a préparé, enfin François Victor a préparé un petit tableau qui récapitule, je ne sais pas si vous voyez très bien, je me rends compte que c'est un peu petit, un tableau qui récapitule tous les sujets réemploi à la laiterie. Parce que là, vu qu'il y en a quand même de nombreux, l'idée, c'était pas forcément de les présenter tous, sinon on va y passer la soirée. Donc, c'était un peu de pouvoir le récapituler de manière générale dans ce tableau. Et puis, François Victor, si tu veux en présenter peut-être quelques-uns en plus particulier, en tout cas, là, on a déjà présenté, on vient de vous présenter les huisseries du gîte, pardon, donc de Batibrad, c'est cette ligne-là. Donc 3 000 € de menuiserie issue voilà, du déstockage acheté pour permettre d'être posé sur la chambre froide. ouais. Quel autre Alors, exemple? ce qui est intéressant à remarquer, c'est les sources d'approvisionnement, plus que le tarif, puisque ça c'est assez aléatoire, mais les sources d'approvisionnement et l'utilisation. C'est-à-dire que on a un bâtiment où vous voyez, il y a en utilisation, on a gîte, galerie, maison, gîte, galerie, maison, ça tourne beaucoup en fait.
Donc ça nécessite une connaissance de son chantier. Et puis après, les sources, vous voyez qu'elles sont très diverses. Alors Batibrad, on en a parlé. Le Bon Coin, c'est une source importante pour moi. Je l'évoquerai tout à l'heure. Euh, des abandons de chantier où on achète les matériaux, hein, mais donc ça, il faut en être informé. Les artisans. Les artisans, c'est vraiment une source importante pour nous sur le chantier, puisque nos artisans ont compris notre projet, ils ont compris notre souhait d'en utiliser le plus possible. Et pour des questions économiques et des questions écologiques, les deux sont liés. Et des fois, ça nous coûte plus cher parfois de mettre en place le réemploi que de prendre du neuf. C'est des fois plus compliqué, mais bon, c'est une volonté. Euh, des faillites, donc vente aux enchères, c'est aussi une source. Le Bon Coin, je l'ai dit, il y a un site qui s'appelle dodon.org et puis des associations. Alors ça, c'est important sur un chantier que vous lancez sur un territoire, de faire l'inventaire complet de toutes les sources possibles. Euh, nous, il y a Batibrad à Nantes, bon, c'est un peu loin, mais par contre, on a Matière Grise, dont fait partie Émilie, qui est une source possible. Donc, Émilie reviendra sûrement sur le fonctionnement de Matière Grise tout à l'heure. On a également une matériothèque juste à côté de la laiterie, à 15 km, qui s'appelle l'Acrobat, qui fait pareil de la. Alors, c'est différent de Matière Grise, mais là, eux, ils ont un magasin dans lequel ils mettent tout ce qu'ils ont démonté ou qu'ils récupèrent en matériaux de réemploi. Et après, en usage, globalement, le structurel, il y a peu de réemploi, il n'y en a pas quand c'est indispensable. Alors, en charpente, potentiellement, on va essayer de garder le plus possible l'existant. Et puis, mon charpentier, il a cette habitude d'utiliser le réemploi en utilisant des matériaux qu'il peut glaner à droite à gauche. Mais sur le structurel, on n'est pas beaucoup sur du réemploi. Par contre, tout ce qui est Bah, et sol, puis, tout ce qui il est faut, enduit, je pense qu'il faut préciser sur le structurel de la laiterie, là, quand même, qu'au vu de l'état du bâtiment et de son abandon pendant de nombreuses années, il y avait des endroits où, en fait, les parties qui étaient à reprendre, elles étaient trop abîmées, en fait, pour envisager du réemploi. Ça nécessitait quand même vraiment. Par contre, en effet, comme tu le dis, il a vraiment fait un travail de dentelle sur repérer les pièces nécessaires de changer et conserver celles qui pouvaient être conservées. En fait, je trouve que c'est vraiment ça là-dessus que Stéphane, il a su être précis. Mm. et sur les éléments, sur les réseaux par exemple, les câbles c'est du neuf, les tuyaux généralement, enfin les tuyaux c'est du neuf, hein, on a fait un réseau à chaque fois. Par contre, les bacs de douche, les robinets, alors les robinets, petite complexité, on a eu beaucoup de pertes dans le réemploi, souvent les joints et tout ça, le matériel on aurait parfois dû prendre du neuf parce que ça nous générait des complications, mais les WC, les lavabos, l'intégralité des sols de la galerie. Alors en plus, la galerie, c'est des grands volumes, et sur le Bon Coin et sur les différents dons qu'on peut récupérer ou à Emmaüs, c'est des petits lots. Donc, on a associé des lots qui au départ sont pas faits pour être associés ensemble. Donc avec des seuils, mais des seuils très bas, ou les carrelages en jouant sur la géométrie, sur les couleurs, pour avoir quelque chose de désuni, mais qui ne choque pas le regard. Et on a même un artiste qui a travaillé avec moi sur la première salle, parce que moi je suis pas artiste, je suis historien de l'art, pour que vous voyez la salle en haut à droite, on a un bloc central de carreaux identiques qui ont une forme particulière, qui sont même pas droits, c'est des choses qui sont plutôt faites au départ pour de l'extérieur. Et puis autour, on a différents carreaux de tailles même parfois différentes qu'on a assemblés ensemble. Et ici, on arrive à des sols, le prix c'est 5 euros du mètre carré, sans parler du fait qu'en plus, on a récupéré du réagréage en réemploi sur un abandon de chantier sur le Bon Coin, sur un hôtel. On a récupéré de la colle à carrelage via Acrobat, Matériotech. J'ai récupéré des palettes de choux aussi. Donc, on a récupéré plein d'éléments qui nous permettaient de faire parfois du réemploi de A à Z. Et sur les sols, on a aussi associé différents types de sols ensemble en fonction des usages. On a par exemple sur la salle principale de la galerie créé un couloir de passage en carrelage. Et puis après, le reste, c'est des lots de parquet PVC qu'on a réussi à récupérer où on arrivait à avoir des grands volumes parce que c'est plutôt à destination de locaux commerciaux. Parfois, ils sont changés. Et donc, euh, oui, je regardais la question. On y répondra tout à l'heure, je pense, sur la décennale, parce que c'est un sujet qu'on devra aborder à la fin parmi les sujets un peu réglementaires. Mais sur le carrelage, en l'occurrence ici, c'est moi qui l'ai posé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
il y a des artisans et il y a aussi beaucoup de choses que je fais moi-même. Tout ce qui touche à l'électricité, la plomberie, le structurel, je vais pas y toucher. Par contre, les enduits, les sols, les aménagements divers, les démolitions, l'évacuation de gravats, la récupération des matériaux, la ressource, même parfois pour les artisans ou pour moi-même, tout ça, c'est moi qui vais le mettre en place, qui vais aller le faire, qui vais aller chercher les choses. Donc, il faut enfin, sur ce projet-là, il y a une très grosse implication personnelle. Les sols, un artisan, un carreleur, il aurait sans doute, enfin, c'est difficile, je pense, de trouver quelqu'un qui accepte de faire avec des matériaux qu'on lui fournit en récupération. Mais c'est possible. Mais là, c'était plus facile du fait que c'est moi qui l'ai posé. Et puis, j'ai pas la même exigence que celle qu'un particulier extérieur aurait un carreleur. Là, c'est moi qui fais les choses. Les sols sont assez différents. On a sauvé un sol sur le quai de chargement. Il y avait des carreaux abîmés, donc il y a eu du réagrage à certains endroits. Par contre, on a remis une peinture sur une peinture adaptée sur le sol pour unifier un peu tout cela. Donc, mais on a sauvé le sol sur une partie. Quand on n'a pas à réutiliser, quand on n'a pas à changer un matériau, ben, on conserve le matériau existant. C'est sans avoir besoin de l'adapter pour l'usage. Donc, c'est une forme pour moi de protection des matériaux et c'est pas à proprement parler dans la définition qu'ont les architectes du réemploi, mais ça fait partie de cela. Et on a aussi adapté le chantier à ce qu'on trouvait. C'est-à-dire que là, vous voyez à l'intérieur, il y a eu de l'utilisation d'OSB. Bon, on a récupéré des lots d'OSB. On ne voit pas très bien la verrière du quai de chargement. La verrière du quai de chargement, elle était complètement détruite. On Ouais, est on la sur une voit très bien. verrière de 30, Elle est là. 30 mètres linéaires, parce qu'il y a un angle en plus. Une verrière comme ça, je pense que c'est 50 ou 60 000 euros. C'était complètement impossible à notre niveau de porter cela, d'en faire une neuve. Donc, on a eu la chance de récupérer sur un chantier d'ailleurs où Matière Grise intervenait, mais on l'a eu par un autre réseau, des fenêtres qui allaient tous à la benne, enfin tout à la benne. C'était un démontage, enfin, un remplacement de fenêtres en simple vitrage dans un hôpital psychiatrique du Maine-et-Loire pour passage en double vitrage. On a récupéré ces fenêtres. Émilie, on lui a dit qu'on pouvait récupérer ces fenêtres. Elle les a intégrées sur le permis de construire et on a décidé d'en faire un puzzle. Et donc, vous voyez, donc il y a eu où on a mélangé du bardage. Alors, les planches, c'est de la récupération des clôtures. On avait clôturé le site dans un premier temps en 2023 pour pas qu'il y ait d'intrusion avant qu'on habite sur place. Et donc, une partie des clôtures n'avait plus d'usage après. Donc, j'ai récupéré les planches pour faire le bardage ici. Globalement, l'ossature, c'est souvent de la récupération d'éléments de bois de la charpente. Et les fenêtres, en fait, on les a fixées sans leur châssis. Par contre, elles avaient une petite partie qui pouvait s'ouvrir, inclus dans la fenêtre, et donc elles peuvent toujours s'ouvrir pour aérer. Donc ça, c'est de la récupération de matériaux, c'est un exemple pour le coup où le réemploi, on est passé de quelque chose qui coûtait 60 000 à quelque chose qui n'a rien coûté si ce n'est du temps, de l'intelligence, du dessin et du stockage de matériaux sur une période assez longue, parce qu'entre le permis et le moment où on a fait ça, il y a eu quand même un moment. Par contre, on a choisi de partir sur du neuf pour l'ouverture, l'entrée, puisque là, on a des normes RP à respecter, d'évacuation. Et donc là, cette porte-là, accès PMR, c'est un gros budget, parce que c'est une très grande ouverture. Elle est mise en œuvre. On n'a pas trouvé en réemploi quelque chose qui s'intégrait. Mais le fait d'avoir juste la menuiserie d'entrée à financer, qu'on aurait de toute façon dû financer si on avait tout fait en neuf, ça reste tout à fait minime par rapport au fait de devoir financer la rénovation complète de toutes les huisseries en neuf sur ce chantier-là. Euh, Là, on voit également sur la façade, sur les bureaux à gauche, les deux fenêtres, c'est du réemploi. On va rajouter des petits bois sur la fenêtre de gauche pour qu'elle soit identique à celle de droite dans les proportions. Les deux portes, on était sur les mêmes problématiques de RP, donc là, elles sont en œuvre. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, la peinture également, la façade. On a parfait moi, le côté friche industrielle me plaît aussi beaucoup. Bon, il y a un sujet là, beaucoup de personnes me demandent quand est-ce que je referai la façade. Je ne
sais pas si je referai le bâtiment en béton, mais les bureaux ont déjà été refaits, les encadrements de portes, et ça, c'est de la peinture qu'on a eue via matière grise, du coup, en réemploi de surstock de chantiers qui ont été terminés et où il y avait trop de stock. Voilà un petit peu. Bon, les barrières, c'est de la récup. Le sol, les petits pavés qu'on voit devant, là, ça vient d'Emmaüs. C'est des lots de pavés qu'ils ont récupérés sur des abandons ou des surstocks. Et puis l'intérieur, c'est simplement du calcaire qui devient très dur avec le temps, avec la pluie. Donc, c'est, c'est, euh, ça nous a évité de financer une dalle béton sur l'intégralité du site qui était hors de prix. Alors, quand tout à l'heure j'ai parlé rapidement du budget, 430 000 pour un site où il n'y a plus de réseau, où tout est muré, où il y a beaucoup de problèmes structurels, où il y a un permis, où il y a des architectes, il y a un architecte, il y a tout l'assainissement à reprendre, on a une microstation d'épuration. En fait, 75% du budget était consommé avant de toucher à l'intérieur, même plus que ça. Donc l'intérieur, on est obligé de faire des choix vraiment très durs sur les matériaux et tout cela. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser énormément de réemploi. Et on voit que notre budget, là, il est arrivé à terme. On continue d'avancer parce qu'on a beaucoup de matériaux en stock. Et puis, tous les mois, on essaie de refaire un petit peu de choses. Mais on n'a pas du tout rénové tout le site, hein. Donc, c'est un projet qui va nous prendre peut-être 10 ans pour arriver à la finalité de la restauration. Et sans compter qu'on a tout l'extérieur également à entretenir. On a 4 000 m² de terrain. Et là, on a 3 chefs poitevines qui sont en éco-pâturage pour nous aider parce qu'on ne peut pas gérer le chantier à l'intérieur des bâtiments et l'extérieur en même temps. Donc, si on veut pas que ça se redégrade, FISA, il faut vraiment que on soit aidé sur le débroussaillage. Et là, ça nous aide beaucoup d'avoir ces chefs, surtout que le coteau est très pentu. Donc, à faire tout seul, je l'ai fait une fois, c'est vraiment dur. Voilà. On peut peut-être passer. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, les décennales. Le fichier sur le tableau en fichier, pourquoi pas, moi ça me dérange pas qu'ils soient envoyés. La décennale, donc on a en partie évoqué le sujet puisqu'il y a des travaux que j'ai fait moi-même. Non, mais Euh, je vais repréciser peut-être sur la décennale, on peut en parler maintenant, il n'y a pas de souci. Pour la question de l'assurance décennale, comme peut-être la plupart d'entre vous êtes au courant si vous êtes assuré à la MAF, du coup, la MAF, en fait, a plutôt une politique très volontaire autour du sujet du réemploi. Donc, quand un architecte porte du réemploi sur un chantier qui l'accompagne, il n'a pas nécessité, en fait, de le déclarer auprès de la MAF spécifiquement, parce qu'il faut quand même resituer le contexte, le réemploi est une technique non courante. Mais voilà, quand on est assuré à la MAF, ça ne nécessite pas de démarche particulière, il n'y aura pas de surprime liée au réemploi. Donc ça, c'est quand même un premier point important, je trouve, quand on est architecte et on se retrouve à être assuré à la MAF. Par contre, pour les entreprises, elles, toutes les assurances des entreprises n'ont pas le même cas de figure. C'est-à-dire que si elles décident d'employer des matériaux de réemploi, elles doivent déclarer à leur assurance qu'elles vont réemployer, enfin, elles vont utiliser des matériaux de réemploi dans le cadre de tel chantier. Et auquel cas, l'assurance fait le choix d'appliquer une surprime ou pas en fonction du niveau de risque pris en compte. Donc là, en fait, comme François Victor l'a dit, il y a eu beaucoup d'autoconstruction. Donc là, on sort du cadre de la décennale. Et pour les artisans qui ont pu poser du réemploi, du coup, certains ont peut-être fait la démarche auprès de leurs assurances, mais ça, j'en suis pas sûre. Je ne sais pas si François Victor, ça, tu le sais, s'ils ont pu faire la démarche. alors, sur les artisans, déjà il y a un rapport de confiance avec le maître d'œuvre et puis et l'archi. Nous, euh, en gros, les artisans, ils savent que je n'engagerai pas leur décennale si c'est un matériau qu'on leur a fourni qui a un problème. Maintenant, ça, il faut que c'est eux qui prennent le risque, puisque si ils peuvent pas être dans la tête des clients, il se trouve que j'ai déjà travaillé avec eux, qui connaissent ma façon de fonctionner, donc ça, c'est évident. Sur la décennale, par exemple, pour l'électricien, quand il pose des spots et des rails de la laiterie, tout le réseau, il est neuf, avec du neuf, des matériaux neufs. Si les spots tombent en panne, il n'y a aucune garantie sur le spot, mais en même temps, c'est pas lui qui a, c'est pas sur ça. Le spot, en fait, c'est le raccordement qui est sur la facture. Après, le reste, je sais très bien que si mon spot tombe en panne, je vais pas embêter l'électricien. Et de toute façon, je peux pas le faire puisque le spot, c'est pas lui qui me l'a fourni et n'est pas sur sa facture. Je l'ai eu autrement.
Sur la Ouais, plomberie, c'est pareil, le après, réseau. en fait, c'est vraiment important cette histoire de confiance que tu rappelles parce que la loi, elle dit autre chose. Voilà, Elle dit que, voilà. enfin, je sais pas si, voilà, là-dessus, les personnes présentes sont très informées, mais donc la loi Spinetta, donc il date des années 70, détermine le fait qu'un artisan, donc un professionnel, quand il pose un matériau, même si c'est la maîtrise d'ouvrage qui lui a fourni, il est responsable de la fourniture et de la pose du matériau. Donc ça, moi, j'en parle régulièrement aux artisans parce qu'ils ne sont pas tous au courant. Parce que voilà, même si François Victor là précise que lui, il ne fera pas appel aux assurances des artisans, la réalité, c'est que les artisans, quand ils sont au courant de ça, ils peuvent prendre peur parce que le maître d'ouvrage a beau leur affirmer ça. En vrai, si le maître d'ouvrage change d'avis et décide de les engager en termes assurantiels, et ben en fait, ils seront responsables. Donc, la question de la confiance, elle est déterminante parce qu'en fait, en effet, si l'artisan, il se dit que, enfin, que en fait, il peut pas avoir confiance dans le maître d'ouvrage et dans sa parole, bah, c'est très compliqué parce que forcément, lui, il va se retrouver dans une situation plus critique. Et donc, il a un rôle à jouer déterminant aussi sur le fait que quand le maître d'ouvrage lui propose un matériau ou le maître d'œuvre, de pouvoir dire oui ou non en disant bah, moi, ce matériau, au vu de son état, au vu voilà, de sa qualité, je ne le poserai pas. En fait, ça fait vraiment partie des possibilités que les artisans doivent pouvoir conserver. On ne peut pas imposer à un artisan de reposer un matériau de réemploi. Il doit vraiment avoir la possibilité de refuser. Donc ça, en fait, c'est toute cette imbrication-là qui est importante. Moi, à ma Et ça s'est connaissance, passé à plusieurs reprises sur le site, hein. On a parfois du neuf qui a été privilégié ou parfois d'autres matériaux parce que les artisans m'ont dit bah écoute ça va pas ici et c'est pas un souci. Quand c'est discuté en amont, euh, c'est arrivé plusieurs fois que pour de la plomberie, on passe sur du neuf parce que le robinet était pas assez performant ou il y avait un risque. Sur l'électricité, certains rails n'ont pas été reposés. J'ai récupéré des rails et des spots. Certains rails, on est passé sur du neuf, pas pour tous, mais pour une partie. Et puis l'électricien, il testait toujours le matériel avant de terminer le chantier. Et s'il fallait changer, ben, s'il fallait repasser sur du neuf, on le faisait. Et même au-delà de ça, quand on fournit des matériaux à des artisans ou qu'on leur propose des choses, parfois ils n'ont pas l'habitude de travailler avec ces matériaux-là. Et sur le chantier, ben, on a parfois adapté le matériau choisi à l'artisan parce que l'artisan avec lequel on avait envie de travailler, et ça c'est aussi important, euh, était plus à l'aise avec un matériau plutôt qu'un autre. Et donc il faut aussi que c'est un rapport de bon sens au niveau des choses. Alors, il y a une question attends, je voudrais que, juste, donc, je oui, finis juste de répondre à la question parce que du coup, en tout cas, moi, à ma connaissance, sur ce dossier, je ne pense pas que les artisans, ils aient fait d'extension de garantie auprès de leur assurance. Et ce qu'il faut juste avoir conscience, c'est que de manière générale, hein, sur les chantiers, quand il y a du réemploi, il faut quand même vraiment, vraiment pousser les artisans pour qu'ils contactent leurs assurances pour faire des extensions de garantie. Parce qu'en fait, depuis longtemps, hein, et notamment en milieu rural, le réemploi se fait sur beaucoup de chantiers. Mais en fait, ça se fait comme ça, comme on disait, dans un rapport de confiance. Et ouais, les artisans, ils ont beaucoup de mal à se dire que ça fait du sens de prévenir leur assurance. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une mesure du risque enfin, pris en direct sur le chantier en se disant non, ça, ce risque-là, c'est pas possible de le prendre parce qu'en gros, l'artisan, l'enjeu, c'est plutôt s'il y a un problème, bah, c'est qu'il s'engage à revenir changer l'élément ou à venir voilà, reprendre la problématique qui pourrait se présenter à l'avenir. Donc, en fait, on est plus sur des liens de ce type-là, sur ce type de chantier, que sur un cadre assurantiel très ferme par rapport à d'autres chantiers. d'accord. Euh, alors, en fait, il faut comprendre que la situation en fonction des régions, des lieux, des maîtres d'œuvre, des modèles aussi est très différente en fait. Je pense que sur un chantier où vous avez du réemploi sur une construction neuve, c'est complètement différent d'un chantier comme le mien où je suis intervenant directement dans les travaux, je connais tous les artisans et mes artisans se connaissent tous entre eux et ont l'habitude de travailler ensemble. Déjà ça, c'est différent. Mes artisans, ils font beaucoup de rénovation. Ça veut dire que c'est aussi une source de récupération de matériaux. Ma cuisine dans ma maison, elle a été démontée sur un chantier d'un de mes artisans.
parce que la personne passait sur une cuisine neuve intégralement, sur une maison qu'il venait d'acheter. Et donc cette cuisine-là, moi, je l'ai rachetée et j'ai payé la pose par mes artisans d'une cuisine en réemploi. Et c'est mes artisans qui ont été moteurs là-dessus qui me l'ont proposé. Donc il y a énormément de choses comme ça, des portes, des menuiseries, enfin des fenêtres, où mes artisans, ils connaissent mes besoins, ils m'appellent maintenant pour me dire, tiens, je démonte ça sur un chantier, est-ce que ça t'intéresse? Donc ils sont aussi proactifs sur ce sujet-là. Donc je pense pas qu'il faut dire, parce que là je vois une question, les artisans ne veulent pas passer ce temps supplémentaire à chercher. Parfois c'est gagnant pour eux, Ouais. à condition qu'ils se mettent dans cette logique-là. Aujourd'hui, ils paient pour évacuer leurs déchets. Parfois leurs déchets ils sont valorisables. Et sur un chantier comme le mien, il y a des gros besoins en menuiserie, en huisserie par exemple. Donc c'est intéressant. Sur les sols, ils nous ont également ramené des sols. Sur ce qui est plomberie, électricité, des fois ils ont du surstock. Chez eux aussi, les artisans aussi ont du stock, et ils ont aussi des refus de chantier. Ils ont aussi des clients qui changent d'avis ou des clients qui paient pas. Donc eux aussi sont une source de réemploi. Et donc il y avait une question d'Émilie Darro en tant qu'architecte. Le réemploi est évidemment à privilégier. Cependant, dans la réalité des chantiers, qu'est-ce que ça veut dire? Moins de budget travaux, alors les honoraires moindres, avec plus de temps passé pour trouver ces matériaux de seconde main. Alors, Émilie répondra sur le côté architecture. Ouais. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, les projets qui se font comme le mien avec du réemploi, ils ne se feraient pas s'il n'y avait pas de réemploi. Donc c'est aussi pour les architectes, c'est aussi plus de travail et pas moins de travail ou moins d'argent. C'est du plus en fait, hein. Les architectes qui se positionnent sur ce type de projet, oui, c'est pas évident. Oui, il y a des choses qui doivent être adaptées. Oui, parfois c'est moins intéressant financièrement. Maintenant, c'est des choses. Le site de Massé, il était à l'abandon. Le PLU avait été changé en zone pavillonnaire et la mairie avait demandé à Eurial de détruire les bâtiments. Et personne aurait investi dans des pavillons, je pense, à cet endroit-là, à Massé, dans une petite commune des Deux-Sèvres. Donc, c'est un projet qui n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu cette possibilité. Et notre projet sans réemploi, il n'aurait pas été possible. Donc, il y a un architecte qui travaille sur le site, Émilie, et cet architecte-là, sur ce site-là, il n'y aurait pas eu probablement d'architecte si on n'était pas arrivé. Et donc, sans réemploi, il n'y aurait pas eu ce travail possible-là. Donc, et les artisans, pareil, ça a généré de l'activité pour eux. Euh, et c'est parfois des sommes importantes, puisque le budget, comparé à une échelle de construction de maison, bah, c'est quand même un budget qui peut paraître ridicule par rapport à ceux qui travaillent en collectivité, mais il y a quand même 430 000 euros de budget sur cette première phase. C'est un budget qui, pour les artisans, fait parfois des gros chantiers, quoi. Donc, Émilie, je te laisse répondre sur le côté architecture. Alors, moi, justement, en fait, vu que pour moi, c'est indispensable de pouvoir proposer du réemploi sur les projets que j'accompagne. La solution intermédiaire que j'ai trouvée, parce que c'est clair que globalement, moi, rajouter dans mes devis une ligne spécifique accompagnement réemploi, c'est compliqué, parce que en fait, voilà, en effet, les honoraires de maîtrise d'œuvre sont déjà tirés au cordeau au maximum, notamment liés à des budgets travaux qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, une des solutions que j'ai trouvées, c'est notamment l'implication très importante du maître d'ouvrage dans le sujet réemploi. Et donc, moi, dès que je démarre une mission, j'évoque avec quel que soit le maître d'ouvrage les possibilités de partir sur un objectif réemploi. Et donc, en fait, on mesure énormément et on ajuste énormément justement cette question d'ambition réemploi avec le maître d'ouvrage initialement en fonction de ses capacités personnelles, du temps disponible, de sa motivation à ça, parce que clairement, il y a des projets où moi, je ne vais pas m'acharner pendant des jours et des jours sur le sujet du réemploi si le maître d'ouvrage n'est pas aussi partie prenante du sujet. Donc, ce qui fait que ça détermine aussi beaucoup le niveau, le degré réemploi en fonction du maître d'ouvrage. Moi, ça me fait passer un peu plus de temps, mais que je valorise dans mes montants d'honoraires de base. Et en fait, ça reste un vrai investissement global de l'équipe, en fait, en termes de temps. Je vous ai présenté l'exemple de la chambre froide. En fait, ça m'a nécessité de repasser un peu de temps de dessin supplémentaire et de discussion avec François Victor quand il était à Batibrad pour pouvoir déterminer bien les bonnes menuiseries. Mais moi, par exemple, je ne me suis pas déplacée à Batibrad. Je n'ai pas fait cet inventaire-là avec lui. C'est vraiment, par exemple, le maître d'ouvrage qui va s'en occuper. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, avec certains maîtres d'ouvrage, on définit ce premier cadre-là. On se dit, OK, on va enclencher ça. Et ils n'arrivent pas à passer à l'action. En fait, voilà, François Victor est vraiment quelqu'un qui a été très moteur dans le projet, mais sur d'autres projets, parfois, je sens bien que rien que, par exemple, se rendre dans une entreprise de déstockage de menuiserie, eh ben, les gens, ils ont du mal à passer à cette étape-là. Donc, on réajuste et on revient à des choses qui sont parfois un peu plus mesurées. C'est un réajustement régulier, oui, des sujets. Voilà. Et juste sur la question des artisans,
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les artisans, quasiment systématiquement, quand on parle réemploi, les premières réponses, c'est beaucoup de réticence, ça va prendre trop de temps, ça va coûter cher, et ça va être galère, et comment on va faire. Enfin voilà, on a l'ensemble des remarques de manière générale. Moi, j'ai vraiment perçu ça maintenant de manière quasi systématique, à part sur les artisans qui ont l'habitude de ça, parce qu'il y a une vraie peur derrière qui est soulevée, et d'où l'importance de la confiance qu'on évoquait au démarrage. Un artisan, une fois qu'il aura la sécurité sûre par rapport à son activité professionnelle, il verra aussi qu'il a un maître d'ouvrage qui fait preuve de souplesse, parce qu'en effet, les matériaux de réemploi, on peut avoir un objectif, mais c'est quand même très rare de trouver exactement le matériau qui correspond à notre objectif. Quand ils constatent ça et qu'ensuite ils se prennent au jeu, eh ben, clairement, les choses changent. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça nécessite du temps. Et je pense par exemple justement au menuisier. Au démarrage, quand on a parlé réemploi, il n'était vraiment pas très partant. Et en fait, c'est lui à la fin qui a commencé, comme témoignait François Victor, qui a ramené plusieurs matériaux et qui continue en fait à pouvoir être force de proposition là-dessus. Donc vraiment, il faut garder confiance sur le fait que les gens puissent changer de posture là-dessus, mais pour ça, il faut être tous en sécurité. Voilà. Et quand le menuisier me ramène une menuiserie qu'il a démontée plutôt que de la mettre à la benne, lui, c'est lui qui me la pose, du coup. Et donc, les frais de pose, il me les hausse un petit peu par rapport à sa pose de menuiserie classique, parce qu'il y a toujours des ajustements à faire. Et donc, ça reste intéressant pour lui, d'autant plus que quand je le fais venir, généralement, je le fais venir pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va travailler, là, il a du neuf à poser en bas. Quand il vient me poser du neuf en bas, il me pose une fenêtre une porte qu'il a récupérée. Donc, je vais pas lui demander de venir me poser une porte de réemploi euh, un jour juste pour ça. Je vais profiter qu'il est là pour que lui demander de me poser en amont, hein, je le préviens, en même temps que sa venue pour un gros poste, deux, trois autres petites fenêtres que j'ai pu acheter sur la période, quoi. C'est un petit exemple comme cela. Oui, sur le projet, effectivement, si on décide de vendre le site dans 10 ans, il y a des risques pour les artisans, d'où la relation de confiance importante. Après, il faut savoir que sur ce site-là, nous, ce qu'on met comme argent, si je revends mon bâtiment aujourd'hui, je suis perdant, hein. Donc, c'est pas un projet où il y a une possibilité de plus-value financière quand on voit l'argent qui est mis sur ce projet-là à court terme. Et donc, c'est pas mon intérêt. Et ça, ils l'ont bien compris, les artisans. Et puis, euh, et puis globalement, ils travaillent très bien. Il y a assez peu de sujets où on pourrait vraiment les embêter si, on n'a pas, structurellement et au niveau des réseaux, c'est du neuf hein, pour la plomberie, l'électricité. Donc, si on les embête pour un robinet ou pour qui a été reposé, qui est pas sur la facture et tout ça, je pense que c'est pas le truc qui mettrait en péril leur activité. Euh, je regarde une autre question d'Émilie Bernot. Il faut en effet que chaque acteur du projet soit engagé, y compris financièrement. Merci pour vos réponses. Il est rare quand même de trouver des menuiseries récentes avec les normes actuelles en seconde main. Alors effectivement, sur la galerie, nous, notre choix, c'était plutôt d'utiliser du simple vitrage parce qu'on a 1500 mètres carrés. Il est évident qu'on ne va pas chauffer 1500 mètres carrés. On a choisi de chauffer certaines parties. La problématique pour les œuvres d'art qu'on expose globalement, c'est plutôt l'humidité que la chaleur. Et donc, on a des déshumidificateurs, différents types, électriques ou chimiques. On a plusieurs types de déshumidificateurs en fait sur le site et on a des parties qu'on peut chauffer, les bureaux notamment. Donc ça, c'est les parties où on travaille, où on peut recevoir des gens. Et par contre, les autres parties ne sont pas chauffées pour la partie galerie d'art. Pour la partie habitation, là c'est isolé aux normes récentes, il n'y a aucun problème. Les menuiseries, quand on les achète à Batibrad, généralement, c'est des refus de chantier pour des questions de côte et de couleur. Donc elles sont totalement aux normes, elles n'ont jamais été posées. Donc les parties habitation, c'est ce type de menuiserie qu'on va utiliser, sauf cas où l'artisan nous propose une menuiserie qu'il a démontée. Qu'on installe sur site, mais dans ces cas-là, l'artisan, il connaît son produit et s'il me le propose, c'est qu'il sait que c'est réutilisable et c'est lui qui l'a démonté surtout, parce que le démontage, c'est aussi un sujet, il faut que ça soit bien fait. Voilà. Bah, Euh, dans la continuité de ça, alors là, c'est plus côté Matière Grise. Malheureusement, nous, à Matière Grise, on voit encore aujourd'hui des bâtiments très récents démolis, en fait, et donc des bâtiments qui ont notamment des menuiseries qui ont moins de 10 ans. Là, on a plusieurs bâtiments dans le cas de figure, dans la périphérie d'Angers, qui vont être démolis, donc avec des menuiseries qui sont en état tout à fait pertinent.
C'est tout l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, OK, il y a des très anciens bâtiments où là, la question des menuiseries, du réemploi de menuiseries avec les mêmes exigences thermiques est inenvisageable. Et donc, par contre, pour pouvoir envisager des verrières de ce type-là avec des espaces qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux derrière, ben là, ça pose. Mais il y a encore la possibilité de trouver donc des gisements de menuiseries récents issus de seconde main. L'enjeu principal sur les menuiseries de seconde main, enfin les menuiseries on va dire qui ont déjà eu une première vie, c'est l'enjeu de la qualité. C'est-à-dire que là, pour avoir expérimenté sur plusieurs chantiers le sujet des menuiseries, clairement, la question de la qualité de la menuiserie, elle est centrale. Parce qu'en fait, même si une menuiserie elle a été posée pendant 10 ans, si elle a été bien posée, que c'est vraiment une menuiserie de très bonne qualité, il n'y a pas de souci en fait pour qu'elle puisse encore repartir sur 10 années. Par contre, aujourd'hui, des fois en déstockage, on peut trouver des menuiseries de mauvaise qualité de déstockage. Et là, voilà, ces menuiseries-là, elles posent question, alors même qu'elles n'ont pas déjà eu une première vie posée sur un bâtiment. Donc en fait, c'est vraiment tout ça autour des menuiseries, c'est la question de la qualité est centrale. Et donc, ce qui fait que moi, je l'aborde de manière très différente en fonction du lieu dans lequel elles vont être posées et de ces enjeux de qualité. Voilà. L'autre point, c'est que la plupart des menuiseries qu'on a réutilisées, elles sont en bois, ce qui facilite les choses aussi au niveau des peintures et tout ça. On a aussi acheté la peinture professionnelle pour repasser toutes les menuiseries achetées dans le bon RAL aussi sur le projet. Donc ça, c'était aussi un poste qu'on n'a pas évoqué. Euh, Par rapport au lien avec les artisans, là, il y a une question. Il faut donc les avoir pour les menuiseries avant l'intervention du maçon pour les sous-œuvres. Oui, en sachant que nous, sur ces phases de projet-là, il y avait toujours un maçon sur place. On avait deux maçons, un maçon en maçonnerie traditionnelle et un maçon béton, parce que c'est deux corps de métier finalement assez différents sur la tuf, la chaux et puis les dalles, les autres problématiques. Euh, et donc, les artisans qu'on avait travaillé tous ensemble. Et je préfère payer 10 ou 20% plus cher un artisan avec lequel mes artisans ont l'habitude de travailler parce que quand il est sur le chantier, s'il y a quelque chose à faire, l'artisan, il est d'accord pour le faire. Régulièrement, mes artisans sur site ont demandé aux maçons de faire un travail ailleurs. Moi, c'était d'accord. L'une des forces de ce projet-là, on avait un gros apport personnel par rapport au budget. Donc, ça nous a permis d'avoir de la trésorerie immédiatement disponible pour lancer pas mal de sujets. Et de toute façon, l'activité galerie d'art, elle n'était pas finançable par les banques. Donc, on a eu un crédit bancaire, mais on l'a eu que sur les parties habitat, en fait, hein, parce que ça rassurait les banques. Et ça, c'est aussi un conseil pour les maîtres d'ouvrage et même vous pour vos chantiers. Vous pouvez tout à fait segmenter, enfin, inviter vos clients à segmenter leur projet en allant chercher du financement là où le financement est possible. Pour une banque, vous leur montrez des plans de maison avec des attestations de valeur locative de la part euh, de trois agences immobilières, généralement, elle les prend, ces attestations de valeur locative comme source de revenus, et c'est rassurant. Alors que moi, si je vais les voir pour financer la galerie d'art avec un chiffre d'affaires qui est pas énorme et très instable, la banque, elle va pas y aller. Donc, cet aspect-là aussi, c'est quelque chose qui nous, la particularité, on avait un apport personnel disponible assez rapidement et on a bien pensé le projet. Et donc, la partie financement bancaire, on l'a mis sur des factures qui étaient assez lourdes pour pas pomper notre apport personnel et qui a permis de laisser l'apport personnel disponible pour tous les aléas, l'achat de matériaux de seconde main, mais aussi les aléas sur le chantier, de pouvoir, quand il y a une facture à faire en urgence avec un artisan parce qu'il y a un seuil qui convient pas ou une dalle qu'il faut refaire ou autre, ou qu'il y a un projet réemploi qui peut pas se faire et donc il faut passer par du neuf, on avait cette marge de sécurité-là sur ces phases-là de chantier. Je dis pas que c'est encore le cas aujourd'hui, mais sur ces phases-là de chantier, on pouvait le faire. On arrive à la fin, hein. Mais du coup, juste, on voulait faire un petit laïus sur la question du stockage des matériaux, parce que c'est vrai que, bah, comme vous l'avez vu, la laiterie se prêtait, du fait des volumes existants, énormément au stockage temporaire, enfin ce qu'on appelle le stockage tampon des matériaux. Donc voilà, on vous a mis quelques photos qui vous permettent de visualiser le stockage, là, notamment des menuiseries, donc qui ont servi pour la verrière, qui sont donc maintenant posées derrière. Là, les parpaings ont été enlevés et les menuiseries sont posées là. En effet, il y avait eu un achat aussi d'une palette de chaux qui a pu servir en fait tout au long du chantier. D'autres menuiseries.
en fait, qui sont présentes ici. Et donc, en effet, rapidement, François Victor, il avait identifié une partie des bâtiments dédiés spécifiquement au stockage. Parce que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les conditions de stockage, c'est quand même un sujet vraiment central pour les matériaux de réemploi. C'est-à-dire qu'il y a la question des conditions de ce stockage. Si on met des matériaux voilà, type la chaux dans un bâtiment très humide avec des fuites éventuelles en toiture, etc., voilà, il n'y aura aucune pérennité, aucune possibilité de conserver les matériaux très longtemps. Donc, il y a vraiment tous ces aspects-là aussi à bien prendre en compte pour permettre un stockage qui parfois peut être long, en fait, de ces matériaux. Et donc, François Victor, oui, pardon, vas-y. On peut aussi, enfin, nous, les lieux de stockage ont évolué au fur et à mesure du chantier et de l'avancée des Oui. travaux. Le but, c'est qu'ils soient toujours au plus proche de là où on avait besoin des matériaux. Et quand un matériau n'était pas utilisable rapidement, il était sur un autre lieu de stockage plus loin, plus éloigné. Parce qu'il faut aussi penser le chantier pour pas que on ait tout le temps de la manipulation à faire, à rebouger les matériaux. Donc ça, c'est le premier point. Les lieux de stockage évoluaient au fur et à mesure des chantiers, du chantier, mais aussi en fonction des matériaux utilisés, ils étaient stockés dans des parties adaptées. Et là, on a trois exemples de sources différentes. À gauche, réemploi, donc Sésame, donc démontage sur un site. La chaux, c'est un abandon de chantier où j'ai récupéré des palettes sur des abandons de chantier chez des particuliers, donc achat Le Bon Coin. Et là, sur la partie droite, on a du surstock d'un artisan pour les tuiles sur la droite sur notre chantier. Donc, c'est-à-dire que les artisans, quand ils commandent sur le chantier qu'il y a trop de matériaux, je les garde sur site. Et mes artisans savent en plus que c'est eux qui reviendront pour le projet les phases suivantes. Donc, c'est eux qui en auront besoin, mais ça évite les déplacements et la casse. À gauche, c'est mon menuisier qui m'a donné des fenêtres qu'il a démontées. Alors, elles sont pas en très bon état, mais le but, c'est d'en faire à terme une verrière, enfin, pas une verrière, une serre sur le site. Et la partie vraiment à gauche avec les portes très abîmées, ça, c'est un usage éventuel où c'est un peu une source archive, c'est-à-dire que c'est les portes de cloisonnement intérieur et des portes extérieures qu'il y avait sur le site qu'on n'a pas pu sauver, enfin qui n'étaient pas en très bon état, on va dire, mais que j'ai quand même gardé pour qu'on garde trace des moulures, des formes, et peut-être qu'il y aura un usage partiel de celles-là, mais c'est pas grave si c'est pas le cas, mais en tout cas, je les ai gardées de côté. En les gardant, on a les côtes, on a les dessins, on a tout, et peut-être qu'une ou deux pourront être utilisées. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'ai assez de surface pour pouvoir les stocker. Donc, c'est un espace tampon, cette partie-là, c'est un stockage tampon pré-déchetterie, je dirais. Si jamais ça n'a pas, si jamais c'est pas utilisé, c'est pas grave, ça ira en déchetterie plus tard, mais du moins je peux le stocker et j'attends d'être sûr de pas en avoir besoin. Et puis, il y a la question du transport aussi. Voilà. Donc, ben, ça, c'est Oui. important de réfléchir les lieux de stockage pour pas avoir les dépoter tout le temps d'un endroit à l'autre. Moi, en tant que maître d'œuvre particulier sur le site, euh, il est important aussi de savoir que si on veut faire du réemploi, faut être équipé pour. Alors, faut avoir la carrure pour pouvoir porter les matériaux, éventuellement les copains, parce que tout seul, c'est pas évident. Donc, et il faut avoir le véhicule adapté. Pendant le chantier, j'avais un Renault Master qui m'a permis de faire des tournées. J'en parle oui, sur les matériaux. Sur le Bon Coin, moi, j'avais des alertes, en fait, avec tous les matériaux que j'avais besoin, qui étaient dans un secteur globalement de 100 km autour de chez moi. Et il y a certains éléments, comme un escalier par exemple, où j'étais prêt à aller sur toute la France pour récupérer un escalier de la taille que je voulais. Et donc quand j'allais chercher mon escalier en Normandie, j'en ai pris deux, un en Normandie et puis un dans le nord de la France. Euh, et puis un autre lot assez important que j'ai été chercher pour la show du côté de La Rochelle, où j'ai fait beaucoup de routes parce que là c'était intéressant. Et ben je déplaçais mes annonces satellites pour lesquelles je voulais pas trop faire de kilomètres, et donc je faisais une tournée Le Bon Coin où au lieu de reprendre juste mon escalier dans le nord de la France ou juste mon macho du côté de La Rochelle, et ben je déplaçais toutes mes annonces qui faisaient que je récupérais parfois un WC, des lames de PV, de parquet, plein d'autres éléments en fait qui faisaient que c'était pas intéressant d'aller les chercher si j'allais pas sur ce territoire-là, sauf que le fait d'y aller pour un matériau qui valait la peine de se déplacer, et ben, rendait intéressant le fait de faire une tournée et de récupérer d'autres matériaux. Donc, le fait de savoir aussi dans ces matériaux faire de regarder ce qui vaut le coup de se déplacer et de savoir que si on a trouvé quelque chose
qui vaut le coup de se déplacer, bah, du coup, on se déplace sur un territoire où il y a d'autres sources éventuelles de réemploi, et qu'on peut du coup récupérer. C'est aussi important de savoir penser un peu le côté logistique de tout cela. Donc le véhicule, voilà, camionnette, remorque. Après, ça dépend des personnes, de leurs moyens. Une remorque, ça coûte pas très cher, on en retrouve d'occasion. Les camionnettes, c'est pareil. Moi, mon Renault Master, à l'époque, il m'avait coûté 2000 euros. Il a tenu 2 ans, mais c'est ce que je lui demandais. Et puis là, maintenant, j'ai moins ces besoins-là. Aujourd'hui, j'utilise une remorque parce que on a passé les phases où j'avais vraiment besoin d'un camion et la remorque, c'est pas parfait, mais ça fait le boulot. Ensuite, voilà, le périmètre de récupération des matériaux, donc ça, on l'a indiqué. Et il y a un point d'emploi qu'on n'a pas évoqué, c'est que du coup, moi, je fais énormément de choses moi-même, donc il y a besoin de matériaux, d'outils également. Et pour les outils, c'est la même chose pour moi que les matériaux, c'est énormément de réemploi de choses. Donc, parce que je fais beaucoup moi-même. Euh, donc ça, c'est très lié au projet et à notre budget et à mon implication dans ce projet-là. Si vous êtes avec des particuliers qui peuvent pas s'impliquer sur le projet, bah, le réemploi, ça va vraiment dépendre des artisans que vous choisissez parce que c'est les artisans qui peuvent transporter des matériaux, qui peuvent aller les chercher éventuellement, qui peuvent être Alors, source aussi. on peut organiser, tu sais, parfois ponctuellement des transports. Par exemple, là, avec Matière Oui. Grise, nous, ça nous arrive d'organiser des tournées. En fait, là, je pense à deux exemples. C'est donc un exemple de perlite où c'était enfin, cédé par un horticulteur n'avait plus besoin de cette perlite. Et ben, en fait, il y avait 25 mètres cubes. Matière Grise, nous, on s'est occupé de trouver des preneurs de ces matériaux et d'organiser une tournée avec un camion qui du coup est allé livrer les big bags de perlite sur les différents sites et chez les différentes personnes qui avaient commandé cette perlite. On a fait la même chose il y a 6 mois avec un énorme stock de bois d'un fabricant de hangars agricoles du territoire angevin qui en fait tout ce stock de bois était en train de dépérir sur son terrain et donc en fait on a organisé pareil en fait un transport sur les différents sites des personnes qui récupéraient les matériaux donc spécifique avec un transport professionnel. Donc ça peut être aussi un complément par ce type-là, mais ça dépend des structures qui se situent autour de chez vous. Une structure qui vous soutient, le modèle de l'acrobate aussi qui ramène sur mon territoire dans une matériothèque les éléments, ça facilite les choses parce que si je prends un matériau, j'ai pas besoin de camionnette, par exemple, d'acheter une camionnette pour aller chez ma acrobate, c'est à côté de chez moi. Si j'ai beaucoup de matériaux qui m'intéressent, je peux très bien en louer une, par exemple, sur certains aspects. Et puis, le réseau Matière Grise, c'est un très bon exemple aussi. Peut-être que tu peux parler justement d'Emmaüs Toire où vous avez servi un peu de ressourcerie pour leur apporter de la matière. Et là, je suppose que c'est pas les compagnons d'Emmaüs qui sont venus sur les chantiers récupérer les matériaux. Sur Emmaüs Toire, il y a dû y avoir Les une deux. En livraison fait, de donc choses. là sur Emmaüs Toire, donc qui est près de Massay, c'était donc un projet donc de 3,6 millions. Hein. Là, on est sur du coup un projet assez conséquent, donc de création complète d'un nouveau lieu de vie économique pour les compagnons du coup d'Emmaüs. Et donc c'était avec une halle de vente, une salle communautaire et puis ensuite des logements. Et nous, on s'est concentré. Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai plus du tout une casquette architecte. Hein, j'ai une casquette chargée de mission réemploi pour Matière Grise. Donc, on s'est chargé avec l'architecte de trouver des matériaux pour la salle communautaire principalement. C'était le lieu qui était sur lequel spécifiquement, en fait, il y avait une vraie ambition de réemploi. Et donc là, en fonction des gisements qu'on a trouvés, soit la Emmaüs se déplaçait directement sur les chantiers pour venir récupérer les matériaux. Enfin, Emmaüs, c'est font partie des personnes aussi très bien outillées pour récupérer des matériaux type chemin de câble, porte. Ils étaient venus récupérer du trespas, enfin voilà, différents matériaux. Et puis après, certains matériaux, on avait fait en transport professionnel, type là, Emmaüs Soir, on a fait du réemploi de charpente bois. Et ben là, typiquement, c'est pas Emmaüs qui est venu chercher la charpente, on est d'accord. Ça a été un transport professionnel. Donc, on a jonglé aussi en fonction des besoins vis-à-vis des transports pour ce projet-là. Bon, on termine du coup sur cette petite touche dont on a déjà un peu rapidement évoqué, mais voilà, c'est vraiment cette histoire de réseau de confiance et du coup de travail collectif sur un projet où chacun a sa pierre à apporter. Et moi, je trouve vraiment ça important de se rendre compte que le réemploi, ça peut provoquer beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes, mais c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de moments de partage et de sens à notre travail.
Et moi, c'est souvent le retour qui m'est fait de la part d'artisans et notamment aussi de déconstructeurs que réinsérer du réemploi dans l'acte de construire aujourd'hui, eh ben, ça redonne du sens à leur métier. Où certains parfois peuvent soit s'ennuyer, soit trouver que ça, enfin, qu'ils mettent par exemple à la poubelle des matériaux qui mériteraient sérieusement en fait de revoir une seconde vie. Et vraiment, voilà, moi je tiens à appuyer là-dessus sur donner du sens à nos activités au quotidien et le réemploi participe pleinement à ça. Voilà. Et on vous a mis quelques petites références pour continuer si à un moment vous souhaitez creuser certaines de ces questions. Vous avez quelques artisans, le site de la laiterie, on est sur les réseaux aussi, vous pouvez me poser des questions sur les réseaux. Et puis, surtout pour toutes les questions architecture, Émilie, c'est vraiment ouais, la référente. Voilà. Et chaque projet est différent. Et donc, ce qu'on a dit, c'est pas une vérité partout. Il faut voir aussi l'engagement que ça demande. Moi, pendant les travaux, pendant 2 ans, j'étais surveillant de nuit parce que j'avais plus la galerie hein, physiquement. Donc, j'étais surveillant de nuit et la journée, j'étais sur le chantier tous les jours. Donc, faut être prêt pour un engagement tel que celui qu'on fait. Il faut être très, très impliqué. Maintenant, on peut faire du réemploi avec des artisans, avec des réseaux comme Matière Grise et tout, beaucoup plus simplement, avec d'autres fonctionnements. Hein. Ce qu'on fait ici, c'est adapté au site et à notre projet. C'est pas forcément ce qui est adapté à un autre site. Et ça, c'est justement l'architecte aussi qui peut guider ses clients par rapport à un état des lieux de leur état de santé, de leurs possibilités d'investissement et leurs moyens aussi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En effet, moi, je démarre toujours par un peu ce cadrage réemploi qui permet un peu de se fixer le niveau d'ambition qu'on se donne et on ajuste vraiment en fonction des possibilités. En fait, l'idée, c'est pas non plus, en effet, de se donner des objectifs qui sont pas atteignables ou qui sont trop énormes par rapport à l'équipe qui sera embarquée dans le projet. Donc, oui, oui, c'est vraiment d'être sur un travail de finesse par rapport aux situations diverses qu'on peut rencontrer. Mm. Un grand Donc, si merci, vous avez des questions, Émilie on en a. Monteco et François-Victor Brunet. Merci d'avoir donné à voir évidemment votre binôme. On a bien compris que vous étiez particulièrement complice et très impliqué. Émilie Monteco dans le cadre de dans votre fonction d'architecte. Et puis François-Victor Brunet en tant que maître d'ouvrage, aussi très très impliqué. De fait, merci, c'était très instructif. Merci beaucoup à ILO Formation aussi de nous avoir accueillis et puis d'avoir permis à la conférence de se tenir et puis de sensibiliser les gens et de les former sur ces sujets-là parce que c'est un enjeu majeur au niveau écologique, bien sûr, et c'est aussi une- un autre possible qui permet de sauver des sites parfois et de faire que des projets deviennent possibles là où au départ ils ne l'étaient pas dans un fonctionnement classique. Euh, Je, ré- je réitère les remerciements. Merci beaucoup Gaëlle et Merci. l'ensemble de l'équipe d'ILO Formation. C'est Merci. chouette de pouvoir témoigner de ce projet. Oui, et d'ailleurs, vous avez des remerciements nombreux dans Ah, l'onglet ok. PR. Absolument. Je vous invite à aller lire Émilie et Eh ben, Joël. chouette. Merci à tous. Merci beaucoup de Merci votre beaucoup. présence. Merci. Un grand merci, à très bientôt. Et le replay sera bientôt disponible. À très bientôt. Au revoir.